je vais rencontrer quand même l'homme qu'on considère comme le meilleur de tous les temps, John Jones. Quand le meilleur de tous les temps est amené à voir ton travail à travers Tom et qui se déplace pour te demander à toi de devoir l'entraîner, ça veut dire qu'en vérité, dans mon coaching, je suis arrivé loin. J'ai d'ailleurs entraîné beaucoup d'athlètes dans l'ombre, qui sont dans les plus grandes écoles françaises, qui, dans l'ombre, profitaient du coup de mon savoir pour pouvoir prendre des ceintures dans les plus grosses orgas françaises. Je suis convaincu qu'un mec comme Hugo ou comme un BSD caché, parce que je pense que aussi que par son corps de métier, il a fait des choses que moi je sais. Et comme je dis, j'ai des origines maliennes. Je sais ce qu'il a fait au Mali. La femme pose une question à Dimitri Johnson. D'accord, ok. Ouais, quelles sont maintenant tes aspirations actuelles? Enfin, je fais un truc comme ça, tu vois. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit? Eh, mais attends, on est à ESPN. Hein. Lui, il me regarde. Dimitri Johnson. Il me dit, ah, il y a un mec qui aspire. C'est ce mec là-bas, tu vois. Man of Shadow, quoi, tu vois. Incroyable. Mais même elle, elle me dit, mais c'est qui celui-là, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, quoi, tu vois. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle interview, le parcours en présentiel. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une interview en présentiel. En tout cas, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir un homme dont très peu parlent parce qu'il se fait aussi appeler l'homme de l'ombre. Il a été notamment le coach en partie de Francis Ngannou pendant une certaine période. Il a également coaché John Jones et a été le head coach d'un homme dont on ne parle également plus trop aujourd'hui, mais qui a été à l'UFC et également champion du BAMA, Tom Duquesnoy. Donc voilà, j'espère que cette interview vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Et aussi, je souhaiterais remercier le sponsor qui nous accompagne tout au long de l'année, OCO, avec lequel vous avez 10% de réduction sur leur site. Donc que ce soit pour les gourdes, également pour les filtres. Parce que c'est des gourdes tout simplement filtrantes, donc que vous pouvez utiliser en randonnée. Vous mettez de l'eau stagnante, ça va vous filtrer l'eau. Évidemment, ça ne marche pas avec tout type d'eau, notamment les eaux salées. Donc voilà, je souhaite remercier OCO et passons à la vidéo. Salut à toi Bourama. Salut à toi Elias. Comment vas-tu? Très bien, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quoi de neuf? Quelle est ton actualité? Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Alors depuis le début de cette année, j'ai commencé du coup à faire une détection pour pouvoir du coup encadrer et entraîner des gens pour les amener au plus haut niveau de ce sport-là. Jusqu'à présent, j'étais plutôt dans l'ombre en train d'entraîner du coup des athlètes en étant plutôt un coach privé, on va dire, pour athlètes, parce que j'ai formé des athlètes qui combattent au haut niveau et j'ai aussi formé beaucoup d'entraîneurs qui entraînent aussi maintenant au haut niveau. J'ai dit en introduction de vidéo que tu avais coaché notamment Francis Ngannou, Tom Duquesnoy ou encore John Jones. Est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors de façon très basique et très simpliste, un homme qui a évolué du coup dans Paris, qui s'est entraîné au début de l'heure du MMA français, sachant que du coup j'étais l'une des plus jeunes recrues. À l'époque c'était au Cagine. Ensuite des gens comme Cyril Diabaté, Hatch, Jean-Louis Albert et autres personnes sont du coup rejoints nos rangs. Ils ont fait leur parcours de combattant. Moi, du coup, pour des parenthèses, malheureusement, de liberté, je ne pouvais pas du coup m'exprimer comme eux, avec aussi le même potentiel que pour pouvoir le faire. Mais comme je dis toujours, on a des choix à faire et quand on fait des choix, on a forcément des trajectoires différentes. Eux ont pu du coup évoluer en tant que combattant. Moi, du coup, après, j'ai évolué en tant que coach. Et à partir de là, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de grands noms, soit en les initiant, comme tout à l'heure tu as évoqué en parlant de Francis Ngannou, soit de pouvoir du coup former comme Tom Duquesnoy, ou de pouvoir entraîner des gens comme John Jones, sachant qu'il y en a encore plein d'autres, que ce soit à l'Hexagone ou dans le monde. On te surnomme l'homme de l'ombre. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça? Je pense que, alors pas que j'aime être à contre-courant, mais on est un peu dans une époque où malheureusement le narcissisme est un petit peu trop élevé et j'ai pour valeur de pouvoir faire des choses dans l'ombre et réussir. Là où les gens, un peu comme Icare, veulent se brûler les ailes en allant jusqu'au soleil pour espérer d'être du coup la plus belle des lumières, et ben moi c'est tout le contraire. Je préfère rester dans une humilité qui part du principe que la seule chose qui peut le payer, du coup, c'est le travail et le caractère, et non pas juste le fait de se glorifier, parce qu'aujourd'hui on a des outils comme les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des outils principaux
des combattants, les réseaux sociaux, comme tu l'as évoqué. C'est même, je veux dire, primordial aujourd'hui de se mettre en avant pour pouvoir avoir des combats, ne serait-ce que pour signer dans une promotion, dans un nouveau club, histoire de mettre par exemple leurs vidéos d'entraînement, les highlights de leurs combats. Pourquoi tu as décidé d'aller justement à contre-courant de tout ça? Parce que tu le vois bien en fait, quand tu vois la façon dont se déclinent du coup les combattants qui se servent ce genre d'outils, tu te rends compte en fait qu'ils sont beaucoup plus dans l'arrogance, moins dans l'humilité. Je peux entendre et comprendre que, en fait, ça reste un outil qui cherche du coup à attirer certains sponsoring et du coup une certaine image, mais quand on se sert de ce outil-là à mauvais escient, malheureusement on est amené du coup à avoir des débordements. Repreuve, aujourd'hui il y a des gens qui par le trash talking, on va dire ce qui est beaucoup plus en avant que d'autres, autre chose, sont amenés du coup à avoir des dérives au niveau du comportemental, au niveau aussi de leur action et de leurs paroles. Et forcément, moi c'est un truc qui m'a jamais plu. Alors je dis pas que je fais partie d'un peu de la vieille école où disons que j'ai des valeurs tellement ancrées que du coup elles ne me parlent pas. C'est pour cette raison du coup que je ne rentre pas du coup dans ce monde-là. Pour apprendre plus à te connaître, je pense qu'on va commencer par la prologue de l'histoire, les préquels. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as vécu et dans quelles conditions? Alors, parisien, né à Paris, évolué essentiellement dans le 18e arrondissement, même s'il y avait un peu une branche dans le 20e, mais surtout dans le 18e arrondissement. On va dire un passif pas forcément glorieux, dans le sens où j'ai fait des choix, mais comme plein de jeunes de mon époque, qui m'ont amené du coup à être privé en tout cas de ma liberté. Au-delà de ça, je pense que je fais partie de ces gens qui ont la chance d'aujourd'hui pouvoir te parler, parce que dans mon entourage, malheureusement, encore une fois, par leur choix, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir, en tout cas, s'exprimer comme moi. Et donc, pour ces raisons-là, à un moment, je me suis, comme qui dirait, je remets en question parce que j'ai été conditionné à le faire. Parce que j'ai refusé de croire que pour pouvoir réussir, il fallait forcément ressembler à un type de gens. J'ai voulu croire en moi par de valeurs du coup ancrées, qu'elles soient spirituelles et aussi tout simplement humaines. Et à partir de là, du coup, j'ai décidé du coup d'avoir un autre chemin qui m'était entre parenthèses soi-disant destiné, parce que je venais d'un quartier populaire. J'aimerais, pour que les gens puissent s'identifier à toi et s'identifier à ton parcours de vie, que tu nous décrives ton enfance dans le 18e. Comment ça s'est passé? Que ce soit avec la famille, avec les amis, également au travers de l'éducation, par rapport à l'école, quels ont été tes choix, quel parcours tu as fait scolairement? Alors j'ai eu la chance quand même d'être très très bien éduqué. Ma mère et mon père m'ont très bien éduqué, avec de vraies valeurs, enfin comme beaucoup de familles quoi. Sauf qu'à un moment, j'avais pris comme référence, au lieu de prendre celle du coup de mes parents, prendre celle du système. Donc tu sais, quand tu es tout petit, en tout cas pour ma part, dès l'âge du cartable, sachant que j'ai une mélanine très prononcée, à 40 ans de ça, quand tu vois, les gens te font vite comprendre que tu n'es pas forcément en fait, le bienvenu, quoi, tu vois. Pas forcément volontairement, mais parce que peut-être eux aussi ont été conditionnés à croire des choses sur des gens comme moi. Et à partir de là, du coup, au lieu du coup de faire parler la sagesse et la maturité que je n'avais pas à l'époque, du coup, j'ai plutôt fait parler on va dire, la pulsion émotive. Ce qui m'a amené du coup à faire certains choix, qui n'est pas forcément bon, mais par contre, s'il y a bien une chose sur laquelle je ne peux pas gagner, c'est que j'ai eu des parents qui m'ont très 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 bien éduqué. Pour preuve, mes frères et sœurs vont très bien. Juste moi, maman, voilà, par frustration, on va dire, sociale, parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir jouir de ce genre de choses, et du coup, j'ai décidé de vouloir ressembler un peu à mes bourreaux, on va dire, sociaux, à vouloir leur ressembler en essayant d'avoir autant d'argent qu'eux. Sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce qui est le bonheur, et à partir de là, du coup, j'ai décroché ce genre de vie-là, pour du coup devenir maintenant le coach que je suis maintenant. Je vois que tu dis des choses, mais tu essayes de ne pas dire certaines choses, j'imagine, pour pas peut-être te remémorer ces choses, ou peut-être pour ne pas trop te dévoiler. Donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails par respect vis-à-à-vis de ça. Mais quel était ton parcours scolaire? Alors moi c'est marrant, je suis allé jusqu'au... Enfin, j'ai fait 2 BEP, mais en fait je ne suis pas allé à la fin. Alors c'était drôle parce que j'avais des capacités en fait, aux études, mais j'avais tellement du coup une influence négative de l'extérieur qui faisait que du coup pour moi les études c'était
quelque chose qui allait pas forcément, en tout cas, me créer un avenir. C'est ce que je pensais à l'époque. Mais je pense que j'aurais pu vraiment aller très loin. J'aurais pu même, à l'époque, même, on me demande même d'aller en voie générale, juste pour suivre, pour te dire, mes amis, donc par l'influence, j'essaie d'aller au BEP, quoi, tu vois. Alors que j'aurais pu suivre une voie générale comme, mais bon, c'est des choix, voilà, pas mature. Mauvaise influence? Je pense beaucoup, ouais, je pense beaucoup, ouais. Mais est-ce que ça, c'est dû par rapport au quartier dans lequel tu as évolué, tu penses? Forcément. Forcément, ça joue. Je pense que si j'avais été un Parisien dit du 16e, je pense que, sans rentrer dans les clichés, hein, je pense qu'effectivement, j'aurais forcément une voie différente, quoi. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, il y a le 18e et il y a le 18e. Il y a deux côtés. Il y a le côté plutôt Montmartre et il y a le côté Barbès, on va dire. Moi, c'est le noyau dur, justement. C'est tout ce triangle, tu vas dire. Enfin, moi, j'ai grandi certainement dans un quartier qui s'appelle Guy Môquet. Donc, que ce soit de Guy Môquet, La Fourche, Porte de Clignancourt, Barbès, Mairie du 10e, enfin, tous ces quartiers-là, Marcadet. C'est des quartiers dans lesquels j'ai beaucoup traîné et qui ont fait que, voilà, que malheureusement, en tout cas, au niveau scolaire, j'ai pas pu jouir, en tout cas, de la voie que je voulais avoir. Tu penses que si tu avais évolué en banlieue et grandi en banlieue, ça aurait été pire? Parce que j'ai notamment regardé dernièrement une interview avec Oxmo Puccino qui dit que ces quartiers-là, donc le 19e, 20e, 18e, c'est la banlieue, mais au sein de Paris. Donc tu as quand même un peu une touche parisienne. Tu as l'occasion de voir, comme je l'ai dit, les beaux côtés, donc Montmartre, etc. Donc tu as quand même ce côté-là où tu peux te projeter et te comparer par rapport aux gens qui sont plus riches que toi, plus aisés. Alors qu'en banlieue, tu as certains quartiers en banlieue où vraiment tu es isolé. J'ai grandi à Pantin, je sais qu'à Pantin, tu as quand même des beaux quartiers, tu vois, tu as des zones pavillonnaires, etc. Mais si tu grandis à Aubervilliers, tu n'as pas trop l'occasion de voir ces beaux côtés-là. En fait, j'ai donné en fait, une comparaison qui est très simple. T'imagines que les humains, c'est des rats. Il y a les rats des villes et les rats des champs. L'avantage que le rat des champs, c'est que lui, tu vois, il peut du coup partir dans plein d'endroits, explorer, parce que comme tu dis, c'est la banlieue, quoi, tu vois, il peut, par l'espace, du coup, se libérer d'esprit, même si, comme tu dis, il va être du coup isolé dans un endroit, alors que dans Paris, donc les rats des villes, tu vois, nous, en fait, on est plutôt enclavés dans un milieu qui dit être socialement riche. Alors, c'est toujours plus dur, je pense, de vivre dans un endroit riche en étant très pauvre, et sans rentrer dans la caricature, que rentrer dans un endroit, comme tu as dit, dans les banlieues, qui peut-être est sur une classe sociale beaucoup plus homogène. Dans le sens où, tu vois, ils ont plus ou moins le même profil, même si, comme tu dis, il y a des côtés pavillonnaires et des côtés, du coup, populaires par leur quartier. Mais c'est beaucoup plus étendu, parce que exactement, souvent, dans Paris, c'est vraiment… On est enclavé. On est enclavé. Nous, c'est au coin de la rue. Eux, c'est au centre-ville, quand ça se passe pareil, quand tu vois. J'aimerais maintenant, Bourama, revenir sur ton parcours dans les sports de combat. Parce que tu l'as dit que tu n'as pas forcément bien tourné, tu n'as pas suivi un parcours scolaire, on va dire, classique. Toi qui voulais peut-être éventuellement faire un parcours généraliste. D'ailleurs, vu que j'évoque ce sujet, est-ce que tu avais un rêve à cette époque-là, un métier dont tu rêvais de faire? Je pense que en fait, dans ma tête, la seule chose qui aurait pu me préoccuper, un plaisir à travers là-dessus, c'est de pouvoir avoir un métier, et ce quel qu'il soit, pour pouvoir être assez aisé pour ne plus avoir le souci du lendemain. Donc j'avais pas d'idée particulière sur un métier précis, mais si je pouvais avoir un métier qui pourrait me permettre du coup d'avoir une belle ascension sociale, je prenais quoi. Sauf que, pour éviter encore de me répéter, mais du coup j'ai encore redire, malheureusement pour moi, et de toute façon ce sont mes choix, hein, c'est pas voilà, je pense que le système m'a trop frustré socialement à une époque. Tu voulais de l'argent rapidement. Voilà, exactement ça. On vit dans une société capitaliste. Tu as besoin d'argent pour vivre, tout simplement. Donc c'est pour ça que tu as fait ces choix-là. Sauf que le problème, c'est que moi, j'avais peut-être une notion de l'argent qui n'était peut-être pas la tienne ou celle du voisin. Moi, je voulais vraiment avoir, du coup, à l'époque, et j'ai eu beaucoup d'argent. Je sais ce que c'est avoir de l'argent. Je sais ce que c'est avoir de la notoriété, qu'elle soit au niveau d'une ville ou d'un quartier. Je sais ce que c'est être respecté. Enfin, tout ça, je connais. Sauf que c'est bizarre, mais à un moment de ma vie, je me rappelle, j'avais un rendez-vous avec un mec. Bref, ça se passe bien. Je ressors avec beaucoup d'argent à ce moment-là, mais beaucoup d'argent. Et je me retrouve face à une église. C'était à quelle période pour qu'on se situe ? Alors je m'entraînais déjà à l'époque encore MMA, mais c'était, je pense, dans la fin des années 90, ouais. Début 2000, fin 90. Et comme je disais, du coup, je me retrouvais face à une église, et j'aurais pu me retrouver face
une mosquée ou une synagogue, hein, peu importe, ou un temple bouddha, hein, enfin, bouddhiste, je veux dire. Hein. C'est juste que, en tout cas, l'église m'a rappelé Dieu. Et c'est drôle, mais je sais pas comment enfin, je peux te le dire, mais je sais pas comment te le faire ressentir. C'est comme si, à un moment de ma vie, j'avais l'impression de communiquer, en tout cas avec mon âme, en tout cas à cet instant-là. Sachant que j'étais avec des gens qui n'ont plus la chance du coup de pouvoir parler parce que bon, ils sont par terre maintenant. Et quelque chose me disait au fond de moi, arrête. Tu as mis un pied, mais si tu rentres le deuxième, tu ne pourras plus repartir. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est passé, tout se passait très vite. Et j'ai eu du coup cette prise de conscience qui a fait qu'à partir de ce moment-là, du coup, beaucoup de choses du coup se sont passées très vite, très très vite. Le manque de liberté, voilà, la réflexion sur moi-même, parce que comme je dis toujours, la chose qui a été pour moi le plus utile et le plus bénéfique, c'est du coup de pouvoir occulter mon entourage en étant dans un endroit isolé. C'est-à-dire que tu as pu me mettre au fin fond de la Mongolie, au fin fond de l'Amérique latine ou de l'Asie ou de l'Afrique, ça aurait été la même chose. C'est juste qu'il fallait, pour mon bien-être humain et aussi du coup spirituel, à pouvoir à me rentrer sur des propres idées, enfin sur des idées qui vont m'aider du coup à me construire, à être un meilleur homme. Et mon manque de liberté m'a amené du coup à être un meilleur homme. Il y a une raison pour laquelle tu ne veux pas évoquer plus en détail ce sujet? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment toujours un petit peu glorifier soi-disant leur passé, sachant que, attention, je ne suis pas dans une caricature, hein. Je ne suis pas le mec, le voyou, l'ancien, loin de là. Hein. Je dis juste que comme beaucoup de gens, j'ai mon passif. J'ai jamais été dans la caricature du délinquant, au voyou, ça ne m'intéresse pas. Même à mon époque, quand j'étais comme ça, pas du tout. Je ne suis pas un voyou, j'ai pas été un voyou, mais je faisais des choses. Et forcément, bah, les choix mènent forcément des fois à avoir, comme je disais tout à l'heure, un manque de liberté. Tu as évoqué le fait d'avoir déjà commencé le MMA à cette période, donc à la fin des années 90. Donc on va faire un flashback un peu. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé les sports de combat et par quoi tu as commencé surtout? Alors moi j'ai commencé dans le tas, il y a très longtemps, je tombe sur, du coup, sur le câble une mosaïque où je voyais du coup dans un petit carré des combattants. Ça c'est dans les années 90, dans la fin des années 90. Hein. C'était en fait le début des UFC. Sauf qu'en fait quand je voyais ça, je ne savais pas du coup comment définir ce sport-là. Je ne savais pas si c'était du catch, donc si c'était faux ou si c'était vrai. Alors, dans mon entourage et dans ma connaissance, au début de mon quartier, il y avait des gens qui étaient du coup champions du monde boxe thaï, une grande connaissance. Et à chaque fois, du coup, je le voyais, je lui demandais est-ce que dans la salle où tu entraînes, il y a un sport où des gens ils peuvent boxer, lutter et faire des prises au sol. Alors lui, pareil, hein, on est dans les années 90, hein, il ne comprend pas, il dit de quoi tu me parles. Tu veux faire soit de la lutte, soit tu veux faire, je sais pas, il n'y a même pas le terme jutsu, quoi, tu vois. Soit tu veux faire de la lutte, soit tu veux faire du judo, soit tu veux faire de la boxe, mais le sport dont tu me parles, je ne le connais pas. Et à chaque fois que je le voyais, je le relançais, je lui demandais, et un jour, il se trouve que dans la salle où il donnait des cours, un prof arrive et donne des cours, vous appelez à l'époque, avant le MMA, parce que le nom est devenu plus MMA, des cours de pancrace. Et là, il me dit, bah écoute, je crois que là, il y a un mec qui vient d'arriver dans la salle, là, qui donne apparemment les cours du sport dont tu me parles. Vas-y, tu verras. Donc du coup, j'y vais. Quand j'y vais, je rappelle, j'étais le plus jeune, hein, j'avais quoi, peut-être aller à l'époque, peut-être 17, 18, enfin j'étais jeune, hein, j'étais vraiment jeune à l'époque. Je ne sais pas si j'étais majeur, mais en tout cas, j'étais très jeune. Et quand j'y vais, je rappelle que je tombe sur un prof et 3-4 pèlerins. Genre des gens en plus, enfin des adultes, voilà, qui n'ont pas 20 ans, peut-être 30 ans, 45 ans. Et je me rappelle que leur première réaction quand je suis rentré dans la salle, c'était de me dire mais qu'est-ce que tu fais ici, quoi, tu vois, grosso modo. Alors du coup, je dis bah je sais pas, je suis venu faire le sport où il y a une espèce de mix entre de la percussion, de l'amener au sol et des soumissions. Et ils me disent mais t'es conscient de ce qu'on fait? Je fais oui, je suis conscient de ce qu'on fait, oui, grosso modo, hein, je caricature. Hein. Vous vous battez et puis celui qui soumet, qui met KO l'autre, bah, il a gagné, quoi. Il me pose une question, il me dit mais est-ce que tu es vraiment conscient? Alors, sans m'étaler sur mon passé, je veux dire, peut-être, bien pour eux, c'était peut-être impressionnant, mais dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était pas quotidien, mais c'était classique, je veux dire, quoi. De là, du coup, je m'entraîne. Je fais du coup quelques compétitions. À l'époque, on faisait, je crois que ça existe toujours, on faisait de la lutte contact, en fait, c'est le pancrace d'époque, quoi, tu vois. J'en fais, je fais 2-3 tournois. Le premier, je perds en finale. Les deux autres, je perds en demi-finale. Et ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois que du coup, je perdais,
Je perdais parce que je me rendais compte du coup que à travers l'enseignement que j'avais eu, en tout cas d'époque, il manquait du coup beaucoup de choses. C'est-à-dire que la première fois du coup que je perds, je me rappelle que du coup j'avais plus un accent, on va dire, sur la soumission, mais uniquement la soumission, ni la projection ni la boxe. Et je perds d'ailleurs sur je perds sur une projection parce que le mec m'immobilise et jusqu'à la fin du round et je perds par décision. Le deuxième tournoi, je perds du coup contre deux boxeurs. Un qui était à l'époque en boxe française, qui était du coup une élite, parce que tu vois, il y avait des classes, tu vois, en boxe française, tu vois. Je me rappelle, ce jour-là, ça venait de tous les sens. Vraiment, alors j'étais dur, c'est-à-dire que je reste jusqu'à la fin, mais ça était tellement quelque chose, je me dis, ah non, il faut du coup que, au même titre quand j'avais perdu du coup mon combat final contre un judoka, il faut que maintenant aussi, pareil, il faut que je prenne ma boxe. En fait, plus j'étais amené à arriver au podium des trucs, plus je voyais en fait, que je montais les choses. Donc c'est de là que j'ai eu une vraie mise en question. J'ai décidé du coup de voyager et de m'instruire, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Asie, par des lectures, aussi par des livres, par des vidéos, tu vois. J'ai cultivé du coup mon apprentissage au point où je ne pouvais plus du coup revivre cette frustration technique. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que si je décide du coup de combattre, ou plus tard d'enseigner, de pouvoir du coup répondre à toutes les attentes, qu'elles soient au niveau du striking, que ce soit au niveau de la projection, enfin d'amener au sol, et du sol. Et comme j'ai, comme qui dirais-je, une qualité qui fait défaut, je suis perfectionniste. Donc je suis très borné sur le détail, sur le côté tactique et technique, ce qui fait que si je compte l'année où j'ai commencé à le devenir à maintenant, d'où aussi mon surnom, l'encyclopédie, j'ai effectivement un panel technico-tactique très 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 riche, pour rester modeste. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais ces rêves de finir à l'UFC, combattre au Pride? Est-ce que, par rapport aux vidéos que tu avais visionnées, tu te voyais combattre là-bas? Moi, j'ai jamais eu un attrait pour la compétition. D'accord. Moi, en fait, je me suis entraîné au MMA que pour une chose. Comme je t'ai dit, pour encore revenir au passé, juste pour l'efficacité. C'est comme j'ai évolué dans un certain environnement, il fallait aussi savoir forcément user de ses points. Moi, le sport, c'était juste uniquement pour cette raison-là. Mais tu as fait de la compétition quand même. Exactement ça. Mais ça, c'était juste pour pouvoir crédibiliser mon savoir, ni plus ni moins. J'ai jamais rêvé d'être champion du monde et jusqu'à maintenant, je m'en fous complètement. C'est pas de mes rêves. Parce que, encore une fois, je pense qu'on a tous du coup des trajectoires qui font qu'on a forcément des ambitions différentes. Moi, encore une fois, comme tu dis, l'époque, c'était que l'argent. C'était pas la compétition, c'était pas être champion, je m'en fichais complètement. Mais vraiment. Comment s'est passé tes premiers voyages? Tu as dit que tu es allé au Brésil, aux États-Unis. Comment s'est passé tes premiers voyages là-bas? Bon, au début, c'était comme tout. C'était avec des potes. Tu vois, au début, on y va. J'ai la chance de trouver de grands sportifs. Donc, du coup, je crois que le premier voyage, pour ça que j'ai fait, c'était en Thaïlande. Mais il y a très longtemps de ça, quoi. J'étais arrivé à Bangkok. Ensuite, on est parti à Samui. Enfin, Koh Samui, du coup, ouais. De là-bas, du coup, je me suis entraîné dans des camps. Ensuite. Tu étais l'un des premiers à aller là-bas? Alors, peut-être pour la culture du MMA, oui. Mais le premier, non. Parce qu'il y avait Oui, il y a eu des Guillaume Kerner, etc. Encore des Danny Bill qui sont pour moi les références du coup de ce sport-là, quoi, vraiment. Mais est-ce que c'est ces gens-là qui t'ont poussé à aller là-bas ou c'est toi de ton plein gré, tu t'es dit pourquoi non, pas aller pas là-bas? du tout eux, c'est vraiment moi. D'accord. Comme tu dis, comme j'aimais toujours cette qualité de vouloir d'être perfectionniste, donc le fait de pouvoir apprendre du coup à la source m'a toujours attiré. Et pour pouvoir, en tout cas, acquérir une meilleure connaissance, pour pouvoir soit pratiquer ou l'enseigner, m'amener du coup y aller. Mais pas du tout par affluence de connaissances, pas du tout, non. C'est juste que voilà, je voulais apprendre la boxe, en tout cas le pied-point chez les tailles, apprendre du tout un peu plus la lutte à libre ou le grappling, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup de grappling au Brésil. La lutte, j'ai la chance d'avoir des origines aussi sénégalaises, donc du coup sur place j'étais servi. Et puis aussi en France sur place j'ai eu la chance à un moment d'être coaché par un regretté, un frère d'armes, qui était comme un cousin pour moi qui s'appelle Magasuba, qui malheureusement pour une tragédie a fait les faits divers, enfin qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, qui était du coup dans l'élite de la boxe française, enfin bref, voilà, j'ai eu l'occasion de me donner les moyens de m'entraîner avec les meilleurs de chaque discipline. Tu as évoqué tes origines sénégalaises.
Est-ce que tu avais eu l'occasion, quand tu étais jeune, de pouvoir voyager là-bas? Beaucoup, oui, beaucoup. Sachant que j'ai 3 origines. J'ai des origines maliennes, sénégalaises et gambiennes. Mais effectivement, ouais. Plus jeune, j'allais beaucoup au Sénégal. Beaucoup, ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de ces voyages-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Alors, là, je dirais qu'en fait, la chance d'avoir d'une quadruple culture, parce que du coup, je sais que pour beaucoup de gens, l'Afrique c'est un pays, mais non, c'est un continent. Surtout que la Gambie est enclavée dans le Sénégal. Exactement ça, ouais. exactement ça. Donc j'ai la chance de pouvoir jouir de ces 4 du coup identités, que ce soit la mienne parce que je suis né en France, celle de mes parents parce qu'ils ont des origines différentes. Ça m'a permis du coup d'avoir en fait, une vision autre qui était celle juste de la vision française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de moins bon. Je pars du principe que je prends le meilleur de chacun. Et tout ce qui est mauvais, je mets de côté. Sinon, on serait tous uniques. On serait tous pareils, quoi, tu vois, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a de bonnes choses dans chacun et j'essaie de prendre le meilleur. Est-ce que ces voyages t'ont changé, toi qui étais, comme tu as dit, enclavé dans Paris, un rat des villes, on va dire? Je pense que ça m'a aidé surtout à relativiser. Tu sais, on aime toujours, lorsqu'on se plaint, je veux dire plutôt, de toujours regarder en fait les gens qui sont au-dessus de nous. Et par ces voyages, du coup, parce qu'il n'y a que par ces voyages que tu peux le comprendre, parce que la seule façon de pouvoir comprendre quelque chose, c'est de l'expérimenter. Tu ne peux pas dire, ouais, je te comprends en tant que femme, est-ce que c'est récemment alors que tu n'es qu'un homme. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est de vivre soit de la négrophobie, soit de l'islamophobie, parce que tu n'es pas. C'est pas possible, tu vois. Il faut l'être pour le comprendre. Et donc, quand tu vois des choses, tu redescends vite sur terre, tu dis, écoute, hey Coco, t'as pas à te plaindre. Tu t'es inventé tout un film, parce que tu as dû regarder Scarface avec tes potes, tu en as toute une vie, alors c'est pas du tout la vie que toi. Loin de là, il y a des gens qui souffrent vraiment. Donc toi, t'as pas à te plaindre. Tu as évoqué Scarface. Est-ce que toi, tu as aussi évoqué le fait de glorifier justement ce côté bandit, ce côté film de gangster? Est-ce que toi, tu glorifiais cette vie-là à l'époque? Pas du tout. Je la déplorais même. Pas du tout. Au contraire. Moi, j'ai toujours dit, hein, un homme, c'est pas un Tony Montana, c'est un Charles Ingalls. J'ai jamais été fan des pseudo. Ça ne m'a jamais attiré, jamais intéressé. Loin de là. J'avais toujours en fait, cette sagesse de comprendre que c'était du cinéma, ça. Sauf qu'il y a des gens qui trouvent juste des moyens de pouvoir réussir leur vie autrement, mais ça n'a jamais été une référence. Mes références, c'était plutôt des Geronimo, des Thomas Sankara, des Lao Tse, et j'en passe. Enfin, la liste est longue parce que je m'intéresse beaucoup à la philosophie, mais ça n'a jamais été de la caricature hollywoodienne qu'on veut faire croire. Jamais. Qu'est-ce que tu as appris lors de tes voyages au Brésil, aux États-Unis? Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes lors de tes arrivées là-bas? Alors c'est marrant, en fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où moi, j'ai décidé du coup de vouloir apprendre. Donc là, du coup, c'était pour moi enrichissant au niveau technique. Mais après, je suis aussi à la phase où j'étais du coup coach. Donc du coup, j'étais pris sur 2 angles différents. En tant qu'apprenti, bah forcément, c'est enrichissant. Tu vois d'autres cultures, tu vois d'autres gens, tu te crées un réseau, tu apprends des nouvelles choses. Mais par contre, une fois que je suis devenu coach, j'avais aussi un autre prisme, un autre regard. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qu'on peut démystifier, et c'était drôle, mais je pense qu'on va y revenir par rapport à l'histoire du coup de Tom Duquesnoy, je pense que sur place, quand j'étais coach, les gens qui étaient soi-disant les meilleurs coachs, par leur comportement et par leur dire, m'ont fait comprendre que j'avais peut-être quelque chose que j'en avais pas. À quel moment tu deviens coach? Alors, j'ai jamais voulu pareil aussi être coach. C'est vraiment une circonstance. À l'époque, il y avait 2 jeunes de mon quartier qui reviennent du Brésil. Et ils avaient du coup, sur le biceps, du coup, un tatouage Bad Boy. En fait, Bad Boy, c'était une marque de surf. Oui, je connais. Tu connais? Avec les 2 yeux, là? Exactement ça, avec les 2 yeux et le sourire, tu vois, méchant. Et en fait, eux, ils reviennent et tout, avec le tatouage du coup sur le biceps. Alors moi, du coup, je les vois et tout, je m'interroge, je dis, ah, c'est marrant, vous venez d'où? Et ils me disent, du Brésil. Je fais, ah, alors, du coup, c'est pour ça que je dis, vous avez ça. Il dit, ouais. Je dis, mais vous connaissez l'histoire de ça? Et il me dit, bah, on trouvait ça un peu fun, tout le monde le faisait, donc on l'a fait. Je dis, vous savez que ce logo-là, c'est sponsor, enfin, c'est une marque de surf qui a sponsorisé beaucoup de gens qui faisaient mon sport. Et eux ils disent, oui, on avait entendu, d'ailleurs, nous aussi, là-bas, sur place, on a fait un peu de jiu-jitsu et tout, comme ça, un petit peu. Et puis, du coup, ils me relancent en me disant, mais d'ailleurs, on savait que toi aussi, avant, tu faisais un peu ça et tout, ça te dit un peu qu'on tourne ensemble, quoi, tu vois. Avec, je pense, peut-être l'idée de croire que parce que j'étais leur ancien et eux plus jeunes, qui peut-être un peu
me maîtriser, on va dire, quoi, tu vois. T'es malmené. Voilà, on va dire malmené, quoi, tu vois. Mais toujours en respect, hein, mais juste pour dire, voilà, il y a un cap, maintenant il y a vous et il y a nous. Et je dis, alors moi, naturellement, je dis, ouais, avec plaisir. On se donne du coup un rendez-vous dans une salle, d'ailleurs dans laquelle j'ai beaucoup entraîné, beaucoup d'années, c'est la salle de Max Rossi, qui est à Pouchet, une salle mythique pour les boxeurs, qu'elle soit boxeur anglaise, pied-point et ainsi de suite, même MMA, avec les galas de Hatch à l'époque. Je décide du coup de s'entraîner là-bas, mais avant de s'entraîner, du coup, je tourne avec eux, pour voir aussi un peu leur niveau, parce qu'ils avaient l'air peut-être un peu sûrs d'eux, donc ok. Donc je tourne avec eux, et pendant 3 heures, je me rends compte que personne ne me soumet, et il n'y a que moi qui finalise. Mais je suis en âge, hein, je suis en sueur, hein, mais... T'as quel âge à ce moment-là? La trentaine, je pense, ouais. La trentaine. Je venais juste de reprendre ma liberté. Et du coup, je tourne avec eux. Je vois que du coup, j'aime pas le dire parce que ça peut faire des fois prétentieux, mais bref, c'est un sens unique. Il n'y a que moi qui soumets, il n'y a que moi qui amène au sel, il n'y a que moi qui boxe. Et je vois qu'il n'y a que moi qui domine, quoi, tu vois. Alors eux, épatés, ils disent, c'est un truc de fou. Parce qu'eux me disent, on pensait vraiment qu'on aurait pu peut-être essayer de même se maîtriser, mais on voit que c'est le contraire, il n'y a que toi qui nous soumets. Et parce que je les aime bien, je décide, je dis, écoutez, vous êtes des pieds de chez moi, je vous prends sous mon aile, je vous entraîne. Comme ça? Comme ça. Tu vis de quoi à cette période? D'argent que j'avais pu mettre de côté. Ok, je comprends. Et donc du coup, je les entraîne. Et dans ces 2 gars, il y en a un qui comprend que j'ai cette fibre pédagogique pour pouvoir enseigner un art. Alors que moi, encore une fois, c'était juste parce que c'est des petits gars de chez moi. J'avais aucune ambition d'être coach, mais vraiment. Et il y en a un qui me dit, écoute, ça serait bien que tu coaches. Je lui dis, écoute, bon, mais personne, c'est que vous deux. Vous êtes des petits de chez moi, vous entraînez, on fait vos tournois, et tant mieux pour vous. Mais il y en a un qui voit que non, qui veut vraiment que je passe là-dedans, quoi. Donc il décide de lui emmener un pote à lui. Un pote, je crois qu'il était à l'époque champion de France de boxe thaï. Je lui dis, je t'avais dit que c'était que vous deux. Il dit, ouais, je sais, mais comme tu connais beaucoup de choses et que je suis sûr que tu peux avoir des choses, je suis sûr que lui il peut s'opposer. Je fais, ok. Sauf que il me fait le coup une fois. Ensuite, le mec qui est venu, lui aussi pareil, techniquement, il hallucine, sachant que lui, il vient de pied-point, il voit qu'en pied-point, il apprend des choses de moi, quand tu vois. Alors sans compter la lutte et le sol. Donc lui, il décide de remettre un autre mec avec un mec, et à un moment, je sais pas, au bout de peut-être 4-5 mois ou 6 mois, je sais plus, je lève la tête et je vois qu'en fait, dans ma salle, on est 30. Et sans m'en rendre compte, je me dis, ah ouais, quand même, l'air de rien, j'ai formé une team, quoi, tu vois. À l'époque, on n'avait pas encore tout. Je parle bien c'est les prémices du MMA et du pancras avec Hatch. Hein. On faisait à l'époque des interclubs. Donc ce qu'on faisait, nous, en fait, on avait 3 clubs qui s'affrontaient. Il y avait mon club, il y avait celui de Hatch et il y avait celui de Mamadou à Saint-Ouen. Et du coup, on tournait toujours dans l'année quand tu vas faire des interclubs. Là, c'était au début des années 2000? Ouais, c'est ça, c'est le début, ouais. 2005, 2006, quand tu vois. Ouais, 2004, 2005, pas dans ce là quand tu vois, vraiment. Donc on fait des interclubs, donc voilà. J'ai la chance que mes élèves, bon, font la différence. À un moment, du coup, je fais une pause, parce que je décide d'arrêter, parce que, voilà, je grandis, enfin je grandis, plutôt je vieillis, je commence à vieillir. Je suis plus dans le souci de compter une famille, d'avoir un enfant et autres, mais voilà, je décide d'arrêter. Et ensuite, 4-5 ans plus tard, ou je sais pas, peut-être 3 ans plus tard, il y a le Cajun Club, donc le club dans lequel je m'étais entraîné au début, quand tu vois, qui cherche des coachs parce que le coach d'époque ouvre sa salle dans le 13e. Et du coup, il décide de faire un listing des coachs qui peuvent du coup reprendre du coup la section MMA. Dans le listing, il y a moi et plein de gens. Et ce qui était drôle, parce que le patron d'époque ne me connaissait pas, du Cajun, quand mon nom sort, les gens qui étaient censés aussi donner des cours disent « Ah ouais, s'il y a Bourama, laisse tomber, quoi. Vas-y, prends-le, quoi, tu vois. » Et le coach, je veux dire le directeur de la salle, lui, il était intrigué, il dit « Mais vous parlez tous de lui, alors que c'est vous qui êtes connus, vous êtes tous unanimes sur le fait que techniquement, en fait, le mec, il est trop loin, en fait, par rapport à eux, quoi, tu vois. » Et eux, ils disent « Parce que toi, tu sais pas, nous, on connaît, quoi, tu vois. » Donc à la fin, ils décident de justement de me prendre moi et de prendre aussi Norman Parisi. Sachant qu'en fait que Norman Parisi, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a notamment participé au TUF. Exactement ça. Et Norman Parisi, à l'époque, comme tu dis, était plus connu parce qu'il avait le côté médiatique.
du coup, s'occuper du coup du soir qui était les loisirs, et moi, qui était plus dans un accent pro et toujours dans l'ombre, plutôt l'après-midi. À ce moment-là, du coup, les gens, je me rappelle, ça me faisait rire. Ils venaient pas forcément à mon cours parce qu'ils ne me connaissaient pas. Parce qu'on vit dans un monde où si tu n'es pas mis en avant, et ce que soit ta performance, quand tu vois, eh ben, on va chercher toujours à aller vers là où ça brille. Sauf que, un jour, il y a un Tom Nickénois qui s'entraîne du coup avec Norman et sur une circonstance passe un jour devant mon cours. Alors qu'il ne voulait jamais, quoi, tu vois. Un jour, je fais une technique à un ou deux élèves qui eux étaient là. Et je me rappelle que lui, du coup, ça l'interroge. Il regarde la technique. En fait, il voit qu'elle est intrigante pour lui, mais qu'il n'arrive pas du coup à la comprendre. Il remonte du coup à l'accueil, il redescend. Une fois que je finis le cours, il vient me voir et il me dit tout à l'heure, tu as fait une technique, est-ce que tu peux la refaire? Et moi, au début, je dis mais laquelle, quoi, tu vois? Il me l'a décrit, je fais ah, et puis pour moi, c'était très basique, quoi, tu vois. Mais pour lui, c'était, je pense, voilà, déjà avancé, quoi. Et donc, je lui fais une, deux fois, trois fois. Et là, il réalise et il me dit en fait, t'es là quand? Et moi, du coup, je rigole. Je dis, t'avais oublié, moi, je suis l'après-midi, quoi, tu vois. Je sais que t'as eu l'habitude d'être le soir avec Norman, mais l'après-midi, quand on dit, c'est m'occuper des trucs pro, donc si tu veux venir, viens. Il vient. Alors déjà, lui, au début, il avait un accent, en tout cas dans sa progression, très prononcé sur le fait qu'il avait du mal, du coup, à défendre tout ce qui était soumission, amener au sol, et aussi une façon de régler sa boxe. Parce qu'en fait, il avait déjà fait du sambo, de la boxe et de la lutte, mais c'était pas du tout, à mon sens, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai corrigé, adapté au MMA. Il n'avait pas commencé sa carrière encore en MMA là. Alors, si, il avait déjà fait des combats, mais c'était que amateur. En fait, moi, j'ai eu la chance de pouvoir former et entraîner Tom de son début du combat pro, c'est-à-dire le BAMA, jusqu'à son dernier combat de l'UFC, à Londres. Donc tu es allé aussi à l'UFC. Comment? Tu es allé aussi à l'UFC. Ah bien sûr, dans tous ces coins, il n'y a que moi, tu vois, quasiment. Ah oui, parce que c'est vrai que, alors des fois, je vois à travers les plateformes où ils parlent, des fois, il y a un amalgame, et je pense que c'est plus pour un attrait peut-être commercial qui parle plus aux gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Greg Jackson l'a formé. Rien à voir, les gars. Celui qui a parce qu'il est allé s'entraîner aux États-Unis. Exactement, ça, ouais, justement. Et beaucoup de gens disent, mais non, son coach, non, son coach, c'est moi qui l'ai formé le début. Et à un moment, il décide du coup de faire des camps à la Jackson Week, mais celui qui l'a formé du début avant, ce n'est pas Jackson. Yeah, his longtime head coach, Bourama Traore. D'ailleurs, j'en reviendrai pour plus tard, parce que je pense qu'il y a eu un fantasme beaucoup de cette école américaine, quoi, tu vois. Et forcément, quand tu cites des grands noms comme ça, bah, les gens ils se disent ah oui, s'il vient de cette école-là, Ouais. il a été entraîné par telle personne, donc il va performer, c'est sûr. Exactement ça. Tu vois. Alors que si tu cites des noms qui sont pas forcément connus du grand public, les gens vont dire, Comme moi, bah, par exemple, quoi, tu vois. Ouais. D'où mon surnom, l'homme de l'ombre, quoi, tu vois. Man Shadow, forcément, ça parle moins. Et donc, je te disais par rapport à Top, donc du coup, il décide de s'entraîner. Il fait laisse tomber, une progression, parce que là, du coup, il a vécu quasiment moins en particulier pendant, je crois, 2-3 mois. Et on parle un jour, comme lui, son accent, c'était vraiment la défense de soumission et d'amener au sol. Il prenait aussi des cours de boxe thaï. Et un jour, du coup, moi, comme sa commande à lui, c'était juste de défendre la lutte et les soumissions, et positions au sol, il me dit, donc ce jour-là, ah, je vais te laisser parce que là, du coup, je vais aller dans mon cours de boxe. Et moi, du coup, je rigole, et je dis, bah écoute, si jamais un jour, ton coach de boxe n'est pas là, parce que pour X raison, n'hésite pas, du coup, moi aussi, je donne les cours. Et là, il me regarde, il me dit, mais tu viens donner des cours de boxe? Et moi, je rigole. Je dis, oui, viens et tu verras. Il vient faire un cours de boxe. Je lui corrige beaucoup de choses que je ne savais pas faire, quoi, tu vois. Et de là, il finit le cours, je rentre chez moi. Le lendemain, ou le soir même, il m'envoie un message, il m'appelle, il me dit, coach, est-ce que je peux te voir, s'il te plaît? Et moi, je me rappelle que quand il me demande de voir, je dis, bah écoute, tu veux me voir quoi? Parce que là, je dis, les cours, c'est qu'un tel jour. Il me dit, non, je veux te voir autre part, mais hors cours. Je fais, ok. Je vous donne rendez-vous dans un bar, à Paris. Il vient avec son petit classeur, parce qu'il est très studieux, lui, avec ses lunettes, classeur, stylo. Il vient avec un pseudo-contrat, enfin, en tout cas à l'époque, tu vois, et il me dit, je veux que tu deviennes mon head coach. Alors moi, au début, flatté, mais toujours avec l'éthique de me dire, tu as déjà des coachs. Je veux dire, est-ce que tu en as parlé à eux? Et en fait, je comprenais qu'en fait, que ces coachs d'époque, pour lui, étaient peut-être des gens
entre parenthèses de substitut, parce qu'il y avait du coup un manque et il fallait du coup qu'il complète par rapport à ça. Mais quand il a du coup réalisé qu'avec moi, il pouvait avoir quelqu'un qui puisse du coup l'enseigner son striking, sa lutte et son sol, pour lui c'était en fait le combo gagné. C'est-à-dire au lieu de perdre du temps, aller je sais pas, au bout du monde pour apprendre la lutte, de la boxe et du sol, avec moi il avait tout. Donc du coup je deviens officiellement, ou officiellement en tout cas, son head coach. Qu'est-ce que tu gardes de lui? Quelle image tu gardes de lui plutôt? Il y a une chose qui est très appréciable chez Tom, enfin qui est vraiment très appréciable, plutôt je veux dire chez Tom, c'est qu'il fait partie de générations qui ont compris que pour pouvoir performer, il faut ce qu'on appelle en fait, avoir cette règle d'or qui est la constance. La plupart des combattants, ou même des gens en règle générale, quel que soit le milieu, sont plutôt des rêveurs, je dirais même des fantasmeurs. Lui, il a compris que pour pouvoir concrétiser un rêve, il fallait du coup se donner les moyens. Et il s'est donné les moyens du coup en me contactant, en faisant en sorte que je sois son head coach, pour qu'au niveau tactique et technique, il puisse du coup pouvoir performer face aux meilleurs. Est-ce que ton meilleur souvenir avec lui, ce serait pas la ceinture du BAMMA qu'il a remportée? Alors, ça c'est une consécration, mais pour sportive, moi, ouais, exactement ça. Mais pour moi, en tout cas le meilleur souvenir que j'ai pu avoir de lui, en tout cas en tant que coach, au-delà même de la personne, c'est quand il réalise qu'enfin il a trouvé la personne qui va pouvoir le faire évoluer dans tous les domaines. Tu sais, c'est un peu comme un père et un enfant. Quand un enfant regarde son père avec des grands yeux et qui sent qu'avec lui, au niveau éducatif et au niveau des principes, il pourra tout obtenir, que ce soit la notion de courage, des valeurs ou autres. Je pense que quand il m'a connu, il a réalisé du coup à quel point il avait en tout cas à cette époque cette chance d'avoir quelqu'un comme moi près de lui pour son évolution. Quel combat t'as le plus marqué avec lui? Il y a forcément un combat qui m'a peiné, c'était celui où il perd, je crois que c'était à Vegas contre Cody Stamann. À l'UFC. À l'UFC, exactement ça. Parce qu'il y a des défaites que tu acceptes quand tu comprends, quand tu conscientises que ton adversaire est meilleur que toi sur tous les domaines. Sauf que là, en fait, il perd parce qu'il a, on va dire, une contre-performance, on va dire, physique, due peut-être à une attention alimentaire qui n'est pas forcément adaptée, en tout cas, au sport que nous faisons. C'est-à-dire? À un moment, il avait une certaine influence, il s'orientait beaucoup plus sur du véganisme. Et alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que parce qu'on est vegan, on sous-performe, loin de là. Mais je pense que quand il avait en fait un protocole, une façon de faire depuis X années, qui décide du coup, pour des raisons qui lui sont propres, à passer du coup à un autre régime alimentaire sportif, peut-être que son corps du coup a fait défaut et ne lui a pas laissé le temps de s'adapter du coup à cette nouvelle alimentation pour pouvoir performer aussi bien que lorsqu'il mangeait en fait normalement. Tu étais, j'imagine, habitué à performer avec Tom. Je crois qu'il a que 2 défaites, si je ne me trompe pas. Une seule défaite avec moi. Okay. Sur 15-16 combats, il n'a eu qu'une seule défaite. Ouais. Comment tu réagissais? J'ai plus les souvenirs de ce combat en tête, mais je ne pense pas qu'il se soit fait finaliser. Non, du tout. Non. C'est allé à la décision, si Exactement. Je ne me trompe pas. Entre les rounds, qu'est-ce que tu lui disais? Comment ça se passait? Alors, j'ai peu de souvenirs, ce que juste on s'était rendu compte que son régime en termes de performance physique n'était plus le même. C'est-à-dire, au bout du premier round, je le voyais du coup essoufflé physiquement, et forcément du coup ça impacte sur le mental. Et il n'était plus en fait celui que, en tout cas, que j'avais connu lors des phases de repos. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on dit, je te dis, pour pouvoir le remotiver? Bah, en fait, ça dépend en fait des circonstances. Il me semble que lui, en tout cas, au début, j'ai resté toujours sur le côté technico-tactique. C'est-à-dire que je comprenais que physiquement, il n'avait pas, en tout cas, les armes pour essayer, en tout cas, de finaliser. Donc, il fallait le reprendre, du coup, sur certains fondamentaux que j'ai pu, du coup, lui expliquer, qui étaient, en l'occurrence, le fait de pouvoir, du coup, gérer, du coup, son énergie au mieux. S'il pouvait, du coup, de pouvoir, du coup, gérer aussi la distance. Enfin, je ne m'en parle pas beaucoup de ça parce que son combattant était un lutteur. Enfin, je cherche ça parce que ça fait quand même longtemps, du coup. Mais grosso modo. Ça fait 10 ans, non? Il me semble. 9 ou 10 ans. 9-10 ans, comme ça, ouais. 9-10 ans. Mais c'était un problème de distance qu'il fallait qu'il gère parce que son adversaire, je voulais beaucoup le coller. Après, je ne m'en souviens plus de technique parce que ce moment, oui, mais maintenant, non. Mais c'était un problème de distance et qu'il fallait à tout prix qu'il puisse tenir
à la décision parce que physiquement, il ne pourra pas le finir. Mais qu'il fallait qu'il marque ses points au maximum en étant sûr de ne pas être à sa distance du coup d'accrochage. Quand vous prenez la ceinture du Bama, tu savais qu'il allait la prendre, toi, à ce moment-là? Oui. D'ailleurs, il en a pris 3 là-bas. Ouais. Non, je savais, ouais. Tu sais, j'avais peut-être ce don de voir, ou même tout simplement l'observation de comprendre que là où il évoluait, forcément, pas pour me mettre en avant, mais avec ce qu'il apprenait de moi, ferait en sorte qu'il puisse du coup se distinguer et se différencier du rooster qu'il y avait au Bama. J'étais convaincu qu'au premier jour de Bama, après ce que j'ai pu voir par la suite, via, je veux dire, du coup, l'organisation, qu'il n'y avait aucun combattant qui pouvait en tout cas lui causer un problème. J'allais dire que j'arrivais même pas à imaginer, avec tout ce que je lui ai inculqué, qu'il puisse être battu. Après, un combat reste un combat. Mais en tout cas, j'étais ultra confiant. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bama, parce que évidemment c'est une organisation qui n'existe plus aujourd'hui, où est-ce que tu situerais aujourd'hui le niveau du Bama comparé aux organisations qu'il y a aujourd'hui? Parce qu'il y avait le Cage Warrior et il y avait le Bama à l'époque en Angleterre. On sait que la plupart des gens du Cage Warrior finissaient à l'UFC. Le Bama, ce n'était pas tout le temps forcément le cas, mais là, beaucoup aussi ont fini à l'UFC. C'était les 2 plus grosses organisations d'Angleterre, quoi. Exactement ça. J'ai envie même de dire qu'à l'époque, c'était même les 2 plus grosses organisations européennes, quoi. En fait, le Bama, alors peut-être que les gens ne savent pas, mais en fait, le Bama s'est transformé en Bellator Europe. C'est-à-dire que tous les CEO, matchmakers et autres qui étaient au Bama, du coup, se sont associés du coup Bellator pour justement distinguer du coup leur Bellator Europe. Et donc du coup, en fait, le niveau actuel que tu peux mettre à l'époque du Bama Angleterre qu'on a vu, et maintenant le niveau actuel que tu peux voir au Bellator maintenant Europe. Et non pas Bellator mondial. Mais il n'y a plus de Bellator aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais c'était le seul comparatif qu'il y avait, quoi. La seule comparaison possible. À quel moment ça se termine avec l'UFC et Tom Duquesnoy? Alors, je comprenais... Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées. Je sais qu'il avait un peu, comme tout rêve d'enfant, faire plaisir à ses parents, en l'occurrence son père à l'époque, de pouvoir aller au plus haut niveau, parce qu'il y avait un peu ce côté, du coup, redevable. Et je sais qu'à un moment, il y a eu une tournure de sa vie qui a fait qu'il n'avait plus, en fait, ce feu qu'il avait pour pouvoir aller au plus haut niveau. C'est-à-dire que le fait qu'il ait pu renouer avec certains membres de sa famille, du coup, lui a donné une vision, une directive différente. D'accord. Je pense que ça a beaucoup, du coup, en tout cas, influencé ses choix. Beaucoup. Et toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Moi, très bien. Parce que je pars du principe que le sport, ce n'est pour moi qu'un prétexte pour connaître les gens et pour échanger. En fait, au contraire, même quand je comprenais qu'il n'avait peut-être plus cette flamme pour pouvoir, du coup, aller au plus haut niveau, c'est pas que je l'incitais à vouloir faire autre chose, mais je comprends que, hormis le combat, il y a aussi autre chose. D'ailleurs, souvent, quand je parlais avec lui, pas que je le taquinais, mais je disais, écoute, toi, je pense qu'à un moment, tu vas finir acteur ou dans le théâtre, ce genre de choses, quoi. Je veux dire, voilà, t'as une autre flamme, une autre vie qui s'anime en toi. Et je vois bien que l'œil que tu avais avant, pour parler vulgairement un peu, cet œil du tigre, tu ne l'as plus. Enfin, c'est-à-dire, et donc, du coup, au lieu de t'obstiner à faire le combat de trop, parce que tu te sens forcé de vouloir le faire, je pense qu'il serait temps pour toi maintenant de plutôt chercher une autre voie qui va te rendre heureux. D'où l'acting. D'ailleurs, il le cite beaucoup quand il fait Mediacatura. Il a fait du théâtre, de la danse. Exactement ça. Pas mal de choses, exactement ça. Aujourd'hui, il est notamment coach, si je ne me trompe pas, à l'US Metro. Récemment, oui, j'ai vu ça. Exactement ça, récemment. Donc, il y a quand même le MMA qui revient un peu dans sa vie. Je crois qu'il a âgé de 32 ans aujourd'hui. Donc, donc il devrait être normalement au prime de sa carrière s'il avait continué. Toi, si du jour au lendemain, il te dit écoute, Bourama, j'ai envie de reprendre ma carrière, j'ai envie de terminer ma carrière en beauté, les choses que j'ai pas pu accomplir à l'UFC, j'aimerais les accomplir. Toi, est-ce que tu serais partant pour le recoacher? Je serais toujours partant. Sauf que peut-être j'instaurerais, enfin peut-être même sûr, j'instaurerais peut-être un peu plus de conditions. Je pense que ce qui a fait aussi en sorte qu'à un moment, alors en plus du contexte que je me dis de fait de retrouver des membres de sa famille, je pense qu'il a fait partie des gens, du coup comme moi je disais tout à l'heure, avec cette qualité et ce défaut d'être perfectionniste. Le problème c'est qu'à un moment dans sa carrière, parce qu'il avait du coup rejoint une troupe, en l'occurrence c'est la Jason Wick,
il a commencé à faire en fait une espèce de, pas un reset de ce qu'il avait appris avant, mais plutôt une combinaison entre ce qu'il avait appris avant et ce qu'il a appris du coup nouvellement. Et le problème qu'il y a, c'est comme j'ai toujours dit, et ce quel que soit le milieu, c'est que l'information, enfin trop d'informations, tue l'information. Et je pense qu'à un moment, comme tout facteur, parce que ça reste qu'un homme, ce n'est pas une IA, ce n'est pas un robot, je pense qu'il y a des connexions qui n'étaient pas forcément similables. Et donc, du coup, ça se voyait bien, en fait, quand il combattait. Il y avait une façon de combattre Obama qui n'était pas en fait, la même façon de combattre aussi à l'UFC. Alors, peut-être, parce que ça, c'est propre à lui-même, peut-être qu'effectivement, le fait, dès le départ, d'avoir mis un accent sur lui au niveau médiatique, lui a sûrement mis de la pression, j'imagine en tout cas. Donc, le fait de ne pas décevoir, parce que tu vois, tout le monde l'attend, tout le monde le voit comme voilà, la future star, en tout cas de l'UFC, en tout cas française. Donc, je pense que ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que aussi au-delà de ça, à partir du moment où tu cherches à trop embriguer plein de données, bah, du coup, au lieu d'aller dans une ligne directrice, bah, du coup, tu t'en mêles et tu vas un peu, comment on va dire, un petit peu au petit bonheur la chance. Quand il décide de partir à la Jackson Wink, à Albuquerque, si je ne me trompe pas, ouais. Nouveau-Mexique, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une séparation ou tu pars avec lui? Comment ça se passe? Alors, il n'y a jamais eu de séparation entre toi et moi. J'ai toujours été son head coach. Les seuls camps qu'il a fait pour ses combats, c'était, il me semble, de souvenir, pour les 2 derniers combats du Bama et pour les 2 premiers combats de l'UFC. Sachant qu'au dernier combat de l'UFC, on n'a pas fait un camp aux États-Unis, on était en France pour le coup, parce qu'on devait combattre du coup à Londres. Parce que je sais qu'il y a toujours pareil, il y a cet amalgame, je pense par biais communicatif, peut être plus mis en avant le fait de croire qu'il a été formé à la Jackson Wink. Pas du tout, quoi, tu vois. J'ai toujours été son head coach. D'ailleurs, lorsque les gens de la commission venaient du coup mettre le micro, c'est pour écouter tout ce que je disais en fait entre les rounds, c'était toujours moi qui avais le micro. Même Greg comprenait que son coach était moi. Et d'ailleurs, pour Greg, c'était même drôle. Un jour, il avait fait le déplacement du coup pour Tom, pour qu'il combatte lors de son, je crois, l'avant-dernier combat au Bama. Enfin, en tout cas de tête, je me souviens ça. Il était curieux du coup de voir quel était le coach qu'il a formé à tout cet art. Parce qu'en fait, lui, quand Tom était venu du coup chez eux, il trouvait ça particulier et pas du tout commun qu'en fait qu'un athlète comme lui n'ait qu'un seul coach. Du coup, il disait, bah, c'est marrant parce que nous, on a plutôt un profil où, lorsque tu viens chez nous, tu as un coach de striking, enfin un truc classique, quand tu as un coach de lutte, un coach de sol. Et alors que là, Tom lui faisait comprendre, il dit, bah non, moi en France, j'ai qu'un seul coach qui fait tout. Ça l'a, je sais, beaucoup intrigué. Jackson, beaucoup. Donc en plus de l'affinité qu'il avait créée du coup avec Tom, il avait aussi cette curiosité de voir qui j'étais, quoi, tu vois. Donc il décide de venir du coup pour la Fight Week, pour, il me semble, l'avant-dernier combat du coup de Tom Obama. Et je me rappelle que ce qui est drôle, c'est que pendant toute la Fight Week, il ne parlait pas. Il ne faisait que m'observer. C'est-à-dire, il regardait que mon travail, quel que soit le domaine. Jusqu'à un moment, je trouvais ça un peu pas malaise, mais je trouvais ça curieux que ce coach qui avait du coup la renommée qu'on connaît, parce qu'il a eu la chance de coacher des meilleurs combattants à l'époque, enfin, surtout John Jones, en tout cas à l'occurrence. Rashad Evans, si je ne me trompe pas aussi, non? Oui, Rashad Evans, beaucoup, ouais. Rashad Evans, et René, Hall, enfin tout ça, quoi. Du coup, il m'observait et je voyais qu'en fait, que quand il m'observait, il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre, qu'il cherchait du coup à comprendre, quoi, tu vois. D'où le fait que pendant toute la Fight Week, il ne faisait rien à part que me regarder. Tu penses qu'il voulait s'inspirer ou pas de certaines choses? Je pense qu'il s'est sûrement inspiré de certaines choses, avec toujours sa touche personnelle. Bien évidemment. Mais je pense qu'effectivement, en plus, vu le nom qu'il avait, parce qu'il faut savoir que ce coach-là, il a été élu plusieurs fois coach de l'année. Parce que voilà, parce qu'il avait en l'occurrence, comme tu dis, Jones ou Evans, un roster énorme. Ouais. Exactement ça. Mais ce qui était drôle, c'est que je me souviens dans une position où c'était pas moi qui cherchais de l'information chez lui, mais plutôt l'inverse, quoi. Et du coup, tu l'as accompagné, Tom, à Albuquerque, ou comment ça s'est passé? Ah oui, bah en fait, dès qu'il commençait à faire ses camps là-bas, j'étais toujours avec lui là-bas. C'est-à-dire, on partait là-bas faire son camp, et à la fin du combat, après, moi, je repartais là-bas, et lui restait. Sachant que lui, il s'est vraiment que installé à Albuquerque, pas à ses débuts. Je pense qu'il a commencé à s'installer à Albuquerque à partir de, pareil, de ses 3-4 derniers combats Obama.
Avant ça, non, il était qu'avec moi à Paris, quoi, tu vois. Sachant qu'il bifurquait aussi des fois, parce qu'en fait, il cherchait au moment, comme je t'expliquais tout à l'heure, au moment où j'avais plus de salle et que j'étais parti voir Lopez pour qu'il fasse juste 2 sessions et qu'après, du coup, on décide du coup de plus être au factory, il était du coup en recherche de salle pour du sparring partner. Et là, du coup, il est un peu en une espèce de voyage où il cherche du coup une salle qui peut être du coup pour lui en fait la mieux. Donc, il décide du coup de partir au début, je crois, à la Nouvelle-Gagno, là où s'entraîne Aldo. Il fait aussi des salles, je crois, aussi à Vegas ou à LA. D'ailleurs, je crois que c'est là où il croise Voirin. Et ensuite, du coup, il finit du coup à Albuquerque, du coup, là où il y a Jones. Et là, il m'appelle, il me dit, bah écoute, je pense que coach, j'ai trouvé une bonne salle. Ils ont du coup créé une nouvelle section des légers. Ça va m'aider, moi, du coup, à avoir du sparring partner de qualité pour pouvoir, en tout cas, intervenir au niveau. Je fais, écoute, tu fais bien. T'as raison, si effectivement il y a des légers, vas-y, quoi, tu vois. Donc au début, il ne faisait que pas des camps, mais juste, on va dire, plutôt des retraites sportives là-bas, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne s'entraînent pas pour un combat, ils s'entraînaient juste pour de s'entraîner, quoi, tu vois, avec des gens de haut niveau. Donc ils faisaient la navette entre Paris et du coup Albuquerque. Et ensuite, comme je t'ai dit, au bout, je crois, du quatrième ou dernier combat, je crois, du Bama, ou troisième, il décide du coup de s'installer là-bas. Et là, du coup, il prend un pied à terre, il est dans ce qu'on appelle dans les rooms, dans les chambres du gym, parce que dans le gym, on pouvait aussi acquérir des gens pour qu'ils puissent y dormir. Donc lui, il était là-bas. Et de là, effectivement, il commence du coup à vivre là-bas aux États-Unis. Et de ton côté, tu es allé vivre avec lui Exactement ça, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que moi, j'allais aussi là-bas avec lui. C'est à cette période que tu fais la connaissance de John Jones, qui s'entraînait aussi là-bas. Quelles ont été tes premières impressions de Jones? Parce que certains disent que c'est un homme super gentil, super agréable et tout. Et d'autres vont dire, comme Daniel Cormier, que c'est pas un homme droit, c'est pas un homme pieux. On sait, il a eu pas mal de problèmes avec la justice, de problèmes de dopage aussi à l'UFC. Toi, quelles ont été tes impressions de lui? Alors, pour être tout à fait franc, au début, s'il y avait un truc auquel je ne faut pas que je me leurre, il faut quand même se rendre compte que je vais quand même, non pas dans la salle, mais je veux dire, je vais rencontrer quand même l'homme qu'on considère comme le meilleur de tous les temps, John Jones. Donc au début, que je le veuille ou non, et c'est humain, j'ai quand même du coup ce regard non pas admiratif, mais plutôt appréciable d'avoir la chance de pouvoir rencontrer celui qu'on revendique comme le meilleur combattant de tous les temps. Déjà, à cette période, il était considéré comme le meilleur de tous les temps. En 2017. C'est ça, exactement ça, déjà. 2017, ouais. Parce qu'il avait tout fait, il avait tout raflé. Personne dans sa catégorie. J'ai eu la chance de pouvoir connaître John Jones Prime. Et c'était avant ses combats qu'on peut dire litigieux contre Thiago Santos, Dominique Reyes, exactement etc. Ça. Moi, je les connais à l'époque de Cormier, Gustafsson et tout ça. Vraiment, là, il était à son apogée, quoi. Et donc, comme je te disais au début, j'étais, en tant que coach, j'avais ce regard plaisant de me dire, j'ai enfin rencontré du coup celui qu'on considère comme le meilleur combattant de tous les temps. Sachant que son approche à lui et moi était particulière. Je me rappelle que la première fois que j'arrive dans la salle, donc du coup à Jackson Week, coach Jackson parle de moi à tous les adhérents. Il dit à tous les adhérents, écoutez, il y a le coach de Tom qui va venir, je l'ai vu travailler, allez tous avec lui. Au moment où je rentre dans la salle, sachant que j'étais en jet lag, en décalage horaire, tu vois, sachant qu'il y avait le décalage horaire, quand j'arrive, j'ai une ruée de fighters qui viennent moi, qui me disent « Coach, je veux une leçon ». Et moi, je dis « Doucement, les gars, grosso modo, je viens d'arriver. Concrètement, en DM, c'est bon. » Il me dit « Ouais, parce que coach a dit, viens. » Ils sont tous venus. Quand je dis tous, c'est tous, quand je parle de Holly Holm, quand je parle de Michel Watterson, quand je parle des Cerrone, enfin bref, toute la bande. Sauf un, qui m'a juste regardé et qui a attendu. C'était qui? C'était John Jones. Donc moi j'arrive, le lendemain, je reviens, je fais ma leçon avec Tom, parce qu'on commence du coup le camp, et je finis. Mais pendant que je faisais du coup ma leçon avec Tom, il y a un mec, parce qu'il s'entraînait avant nous, les lourds comme John Jones, qui faisait que de me regarder. Je chantais son regard, quoi, tu vois. Donc je finis le cours, je m'assois, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais en train de parler à Tom, à Holly Holm, à Coach Wink, parce qu'on parle toujours de Jackson, mais on dit Wink, Coach Wink, Jackson, et je crois qu'il y avait Brandon Gibson, le coach de striking de John Jones. Et on parlait. Et je me rappelle que moi, quand on parlait, moi j'étais assis sur un sandbag, enfin un punching ball, enfin les grands sacs, je veux dire. Ouais, le sac de frappe. Sac de frappe, c'est comment ça, sac de frappe. Je m'assois dessus, et donc je suis en bas, et je sens toujours ce même regard qu'il y avait lorsque j'ai une leçon à Tom. Et je vois que c'est celui de Jones, vraiment, tu vois.
Donc moi, je le regarde. Lui, il me regarde. Et au moment, il se lève. Et moi, c'est bizarre. Au moment où il se lève, j'ai eu comme un espèce de réflexe urbain qui me faisait dire « Ah, peut-être que tu as dû faire un truc bizarre », parce que comme je sais qu'aux États-Unis, ils ont plein de codes de main ou de signes, j'étais rentré dans une parano à me dire que ouais, j'ai dû faire un truc bizarre, donc ça n'a pas plu, et que du coup, il allait venir me dire « T'as vu ici, on fait ça, tu vois ». Alors, du coup, moi, je le regarde et je vois un grand monsieur, parce qu'il n'est pas filiforme, hein, le mec, il a une tête comme ça, des os comme ça, tous sont bonnes, quoi, tu vois. Je le vois arriver de loin, et à 1 mètre de moi, ce qui est drôle, c'est que j'étais Jones est ce qu'il est. Il est le meilleur combattant, c'est un homme, il fait ce qu'il veut. Mais avant toute chose, je reste un homme. Et moi, je me suis dit que peu importe Jones ou pas Jones, si en tout cas on devait être amené à faire quelque chose, en tout cas physiquement, et peu importe le résultat, je lui montrerais que je suis un homme, quoi, tu vois. Sauf que non, en fait, quand il s'approche de moi, à 1 mètre de moi, comme moi j'étais du coup assis, il descend vers moi, il me tend sa main et il me dit « Coach, ça serait du coup un honneur si tu me coaches. » Alors imagine, moi je suis un coach français qui a grandi dans le 18e, qui n'a aucune prétention. Mais quand le meilleur de tous les temps est amené à voir ton travail à travers Tom et qui se déplace pour te demander à toi de devoir l'entraîner, ça veut dire qu'en vérité, dans mon coaching, je suis arrivé loin dans la tête, tu vois. C'est-à-dire que j'ai compris que là, il y avait un truc. Parce que contrairement aux autres, qui sont tous venus nous voir quand je suis arrivé pour me dire « coach-moi », il a eu cette intelligence de vue quand même, même si le coach venait de voir, de quand même observer ce qu'il faisait, quoi, tu vois. Et c'est parce qu'il a observé et qu'il a apprécié qu'il est venu vers moi. De là, je commence un peu à l'entraîner. Sauf que, pour revenir à ce que je disais, sur le côté un peu, que dit un peu comme bientôt, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle un froid. Un jour, je suis avec Tom et Jones. On parle tous les trois. Et là, Jones dit « Ah, ton coach est vraiment bon. » Tom me dit « Je t'avais dit quoi ?» Il dit « Ouais. » Et à un moment, Jones décide, enfin, plutôt me propose de faire un truc. Alors moi, au début, je le regarde, je comprends ce qu'il dit, quoi, tu vois. Je réponds pas, je regarde juste Tom, du genre, Tom, dis-lui que je suis pas ce genre de type, quoi, tu vois. Tu vois, ce truc, une soirée, c'était quoi? C'est ça, un délire soirée, quoi, tu vois. Okay. Tom comprend et sait que je suis pas ce genre de type, quoi, tu vois. Donc il regarde Jones, mais il dit rien, quoi, tu vois, ensemble, quoi, tu vois. Et Jones, lui, qui ne comprend pas, parce que pour lui, ça paraît normal, quoi, tu vois. Encore une fois, voilà, nous, on a une mentalité française, lui, la mentalité de jeunes champions du UFC qui veut dévorer le monde, quoi, tu vois. Il repropose encore la même chose. Et là, je parle à Tom, je dis-lui que je suis pas ce genre de mec. Pourquoi tu voulais pas lui dire toi-même à Jones? Alors, parce que je pense que la relation de Tom et de Jones était beaucoup plus proche que la mienne. Okay. Et comme je ne voulais pas paraître peut-être hautain ou prétentieux, c'était peut-être mieux que quelqu'un qui le connaît mieux, du coup, lui dise. Du coup, quand Tom lui dit, et je ne sais même pas si Tom s'appelle ça, mais moi je m'en rappelle très bien, là, je vois Jones, il est limite gêné, mais il y a un froid, tu vois, comme une clim. Et Tom, lui, je me rappelle, il insiste, il dit, ouais, non, il dit, il n'est pas comme ça, tu vois, genre. Alors, je pense qu'au début, il était dans un sentiment de culpabilité, je parle de Jones, mais après, il s'est dit, écoute, lui, fucking French, ouais, il a rien compris, lui, quoi, tu vois, c'est ça la vie, c'est s'amuser, tout nana, et ça a mis, en fait, on va dire, pas un froid, mais une distance entre lui et moi. Depuis ce jour-là, on faisait que de se dire juste bonjour, au revoir. Puis l'entraînement, c'est fini, quoi, tu vois. D'accord. Parce que je pense que par mon caractère, il a vu que, je refuse de troquer mes valeurs parce que tu es quelqu'un de connu. On sait que Jones, il est considéré comme le meilleur de tous les temps. Il y a des gens qui vont encore dire que c'est Demetrius, certains diront que c'est Georges Saint-Pierre, d'autres Fedor, etc. Mais toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impressionné chez lui que tu n'avais jamais vu ailleurs? Alors, jamais vu, non. Je vais te dire pourquoi c'est très dur, en tout cas avec ma vision de coach et aussi de mon expérience de vie, de m'impressionner dans le sens, enfin, en tout cas au niveau martial, je parle. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens qui ont pu avoir la chance de pouvoir voir, en tout cas, les meilleures heures de la boxe pied-point en France, pour les années 90. C'est-à-dire qu'en striking, il est même très loin de m'impressionner. En lutte, comme je dis, j'ai des origines sénégalaises et j'ai aussi une culture de la lutte
c'est pas forcément celui qui entraîne le plus. Et au sol, encore moins. Parce que pour le coup, j'ai connu de vrais champions au sol. Donc, j'étais pas du tout impressionné par ce qu'il pouvait reprendre en combat. Par contre, la seule chose que je mettais en avant chez lui, et que je pense qu'il avait un coup d'avance, et c'est ce que je pense que devraient faire beaucoup de coachs, c'est que il a eu la chance de pouvoir échanger beaucoup avec Wink ou avec Jackson, qui en amont ont fait de lui qu'il puisse développer au mieux ce qu'on appelle son fight IQ. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une problématique entre les coachs et les élèves. Je m'explique. Aujourd'hui, on aime toujours se tarer, se mettre en avant sur le fait que il y a des coachs qui font des game plans exceptionnels et que grâce à ceux-ci, du coup, ils peuvent gagner. Sauf qu'en fait, un game plan, en soi, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que du coup, tu conditionnes et tu diriges à travers les défauts ou les qualités de ton adversaire pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir, si possible, dominer en gagnant, quoi, tu vois. Mais je trouve regrettable que, au lieu d'attendre un camp pour pouvoir trouver les points de quelqu'un, de ne pas en amont donner du coup ce qu'on appelle un fight IQ à son athlète pour qu'il puisse répondre à toutes les attentes du combat selon le type d'adversaire qu'il aura. Moi, me dire que, par exemple, on fait un game plan par exemple, défensif parce qu'un mec s'appelle Pereira, qu'il a un crochet gauche qu'il faut toujours bloquer, ça s'appelle juste parasiter un athlète. Parce que si tu le conditionnes à ça, tout ce qu'il fera, c'est penser qu'une chose, crochet, Pereira, et à ne pas perdre. Exactement ça. Ça va juste le brider, quoi, tu vois. Et du coup, il va, au lieu de démystifier du coup le combattant, il va juste le glorifier parce qu'il sait qu'il a un coup magique, quoi, tu vois. Alors que non, tu n'attends pas le jour d'un camp pour dire à un combattant, lève tes mains. Qu'ils mettent un crochet gauche ou une jambe gauche, c'est pareil. Tu vois un coup arriver, tu as le choix de soit le bloquer, soit le esquiver, soit le parer, soit le saisir. Sauf que là, non, pendant une phase de 2 à 3 mois, on te conditionne à dire, attention, danger. Alors que moi, si tu as la chance, je pense plus tard de faire des interviews de mes athlètes, ils diront, je leur inculque du fight IQ qui font que je n'ai presque même besoin de parler quand ils combattent. Je suis un peu comme un Danaher, je ne sais pas si tu connais Danaher, le coach du fameux Grand Ryan et tant d'autres. Observe Danaher. Danaher ne parle jamais, parce qu'il sait ce que je dis, il l'a compris comme moi des années à l'époque. Quand tu commences à crier sur un adversaire, enfin, je veux dire, sur un athlète, pour lui faire comprendre chose, ça se trouve, tu vas dénaturer son style. Parce que, imaginons, pour rester toujours sur l'exemple du JB du Nogi avec Ryan et Danaher, supposons que le Ryan, il avait vu qu'il pouvait faire un triangle à partir d'une garde. Encore une fois, je prends un exemple banal, quand tu vois. Et que Danaher, au moment, il dit, bah non, passe pas en triangle, fais plutôt un retournement. Je crois bien qu'en fait, il y a une incohérence entre ce que doit produire du coup la tête, parce qu'il le ressent, parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas palper en tant que coach, c'est le ressenti qu'il y a avec le fighter. Toi, tu ne vas pas à contre-courant du combattant. Jamais. Je ne cherche jamais à dénaturer le fighter. Tu essaies plutôt d'optimiser, on va dire, ses points forts. S'il a l'habitude de faire des mouvements, d'optimiser. Alors, optimiser avec toujours avec l'idée, à moyen et long terme, de le perfectionner dans tous les niveaux. Il part de quelque chose, d'une base qui est propre à lui, par rapport à son style, et par rapport aussi à un comportement. À partir de là, du coup, on bonifie son style en faisant ça qui contre le style des autres gens, pour qu'à la suite, et puis du coup, perfectionner pour être ce qu'on appelle un peu la tête ultime. Moi, mon but et ma mission, c'est de faire en sorte que mon athlète ou mes athlètes puissent répondre à toute situation. Que ce soit striking, lutte ou sol. Je ne vais pas faire comme beaucoup de gens, juste rester sur un registre, mais après je peux comprendre pourquoi ces coachs ont des fois du mal. Parce que ça prouve aussi des fois aussi leurs limites. Si on vit dans un monde où beaucoup de coachs, je parle encore MMA, malheureusement, viennent plutôt d'un style, essaient de récupérer d'autres styles pour en faire un peu une tambouille et leur style. Moi, j'ai la chance de pouvoir et avoir tout fait pour perfectionner tous les domaines de ce sport-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans des camps, tu vas voir des gens qui, en plus d'être head coach, sont entourés encore d'autres coachs. Moi, je fais en sorte plutôt qu'en tant que head coach, d'assister des gens à qui le diaphragme ne sera pas comme celui par exemple, du préparateur mental, s'ils en ont besoin, ou comme celui par exemple, du préparateur physique, ainsi de suite. Tu vois. Je ne cherche pas à avoir 1000 casquettes. J'en ai une seule, c'est celle du coup de te driver de ton côté technico-tactique. Dès qu'il s'agit d'être plus fort physiquement, de mieux manger et d'être plus fort dans la tête, tu vas avoir d'autres gens pour ça.
Toi qui as acquis une expérience énorme durant toutes ces années, j'imagine que beaucoup de gens se demandent pourquoi tu ne crées pas tout simplement ta team comme beaucoup l'ont fait, notamment Nicolas Haute, Adric Cassata et Fernand Lopez et plein d'autres. Alors aujourd'hui, j'ai, comme je te dis tout à l'heure, Tu as des athlètes exactement ça, qui sont entraînés du coup dans la salle dans laquelle on est, au Trading Day, avec qui du coup j'évolue parce qu'en fait depuis le début de cette année-là, j'ai fait du coup une annonce. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur ton Instagram. Sur Instagram. Du coup, il y a une détection qu'on est en train de faire, tu vois, pour repérer des gens qui vont être aptes à pouvoir évoluer avec moi. Sachant que moi, ce que je leur garantis, par mon expérience, c'est de les bonifier et de les perfectionner, quel que soit leur style, et pour atteindre surtout le haut niveau. Quand je parle de haut niveau, je ne me limite pas au Cage Warrior ou au KSW. Je parle voilà, d'élite comme l'UFC ou autre. Parce que, comme je disais, quand j'étais du coup aux États-Unis, faire les camps du coup de Tom là-bas, j'avais du coup une posture différente de beaucoup de coachs. C'est-à-dire que là-bas, en plus des combattants qui étaient sur place, c'est aussi les coachs comme Jackson, comme Gibson, comme plein d'autres coachs qui avaient à la fac, qui me demandaient des choses pour que je leur apprenne. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à comprendre qu'en vérité que le mythe états-unien, c'était juste en fait un fantasme qu'on n'a pas pu assouvir du coup français parce qu'on n'avait pas les structures pour. Je te garantis, avec ce que j'ai vu et que j'ai pu apprendre à ces athlètes et à ces coachs, qu'en France, on a, techniquement parlant et surtout tactiquement parlant, on n'a rien à leur envier. Sauf une chose, leurs structures et leurs athlètes. Parce que comme les athlètes sont sur place et qu'on sait que comme toute organisation digne de ce nom, en l'occurrence l'UFC, a plutôt un avantage d'avoir plus de champions américains que autres, donc forcément, ils sont beaucoup plus bien avant que nous. Exactement. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup plus d'athlètes parce que c'est plus démocratisé là-bas et ils sont beaucoup plus nombreux. On est que 60 millions. Tu divises ça par le nombre d'hommes, exactement ça, le nombre d'hommes, puis le nombre de personnes entre 20 et 35 ans parce que tu n'es pas apte à signer à l'UFC après 35 ans, je pense. Plus les gens qui pratiquent du MMA de façon compétitive, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre la France et les États-Unis. C'est clair, il y a un gros gap. Mais on le voit dernièrement à l'UFC, il y a beaucoup plus de Français qui performent qu'à l'époque. Exactement ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en France. Ouais, on a réussi en fait du coup à démystifier ça. Tu vois, à travers des coachs comme, qu'on le veuille ou non, comme Lopez, qui a fait du coup son petit bonhomme de chemin, qui ensuite a pondu un petit Lopez qui s'appelle Nicolas Haute, qui du coup a récupéré du coup sa horde, on va dire, quoi, tu vois. Oui, parce que pour des gens qui ne le savent pas, il était préparateur physique au MMA Factory et après il a créé sa propre structure. Exactement ça, qui au début s'entraînait, je crois, au Mammoudi Gym. Après, je crois qu'au départ, je pense que c'était au Mammoudi. Non, tu as raison. Au début, je pense qu'il était d'abord avec le Factory. Avec le Factory, après il est allé au Mammoudi Gym. Exactement ça. Et après, il était au Venom, franchement. C'est ça, ouais, Venom. Ouais, c'est ça. Venom. Et là, il a créé sa propre salle, enfin qui est pas encore finie, mais exactement ça. Donc moi, comme je te disais, oui, effectivement, aujourd'hui, au même titre, parce qu'en fait, moi, même si je n'ai pas eu du coup ma team ou mon école, comme je te disais, en fait, en amont, j'ai formé des entraîneurs et des athlètes. J'ai d'ailleurs entraîné beaucoup d'athlètes dans l'ombre qui sont dans les plus grandes écoles françaises. Comme qui? On fait des noms. Le problème, tu ne peux pas avoir de nom. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette équipe de fidélité sur la question, parce que ça pourrait affecter du coup leur coach. Ok, je comprends. Donc c'est eux qui ne voulaient pas Ah oui, c'est eux, justement, d'accord. Okay, qui, dans l'ombre, profitaient du coup de mon savoir pour pouvoir prendre des ceintures dans les plus grosses orgas françaises, par exemple, quoi, tu vois. Comme au même titre, des gens, enfin plutôt un combattant qui est très connu, a voulu louer mon savoir pour que je l'amène, en tout cas, là où il pourrait être au plus haut niveau, mais pour des traits de caractère qui sont peut-être différents, ça n'a pas matché. Ça va matcher, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas contre cette personne-là, c'est peut-être contre le personnage qui a été créé autour de lui qui a fait que moi, du coup, je ne pouvais pas m'attacher à cette image-là. À partir d'un certain moment,
tu décides, enfin je ne sais pas si c'est toi d'ailleurs qui décide, que Tom s'entraîne avec Saladin Parnasse. Aujourd'hui, on sait où est Saladin Parnasse, double champion du KSW, qui est peut-être sur le point de signer à l'UFC. En tout cas, il lui reste, je crois, 2 ou 3 combats au KSW avant cette éventuelle signature. Comment est-ce que tu fais sa connaissance et pourquoi tu décides que Tom s'entraîne avec Saladin? Alors, il faut savoir que Saladin, moi je le connais depuis qu'il est tout petit. Hein. À une époque, à la Hatch Academy, je m'étais du coup créé de liens avec un compagnon qui s'appelle Tchèque Kone. Je connaissais du coup Arnaud aussi, et je connaissais aussi Hatch parce que Hatch, c'était mon partenaire d'entraînement à l'époque où on s'entraînait. Il est venu après, mais c'était mon partenaire d'entraînement. Donc du coup, Tchèque devait du coup préparer une ceinture BAMA. Donc il décide du coup de m'appeler pour du coup l'aider en tout cas à gagner sa ceinture, au même titre que ses coachs qui étaient sur place. Donc là, je commence à entraîner du coup à la Hatch Academy. Et à un moment, on va dire par rupture de contrat, on va dire comme ça quand tu vois, et par choix de ma part, je décide du coup de ne plus du coup entraîner du coup à la Hatch Academy. J'avais toujours du coup l'œil sur des mecs comme Tchèque ou sur Saladin, mais eux du coup, et ce qui est normal, sont restés du coup fidèles du coup à leur équipe. À un moment arrive la question pour le dernier combat du coup de Tom de trouver du coup un sparring partner idéal du coup pour Tom. Sauf que moi à la base je n'avais pas choisi au début Saladin Parnasse. Au début j'avais choisi Selim Guerreillon parce que c'était un droitier que je trouvais qui boxait quand même pas mal, qui pouvait en tout cas créer assez de difficultés ou en tout cas assez du coup de répondants pour le camp de Tom. Selim qui s'entraînait à la Hatch aussi. Ouais, ça, c'est en fait, Selim, c'est la même génération de. C'est la même génération que Saladin. Ouais, en fait, Selim, Fabakary et Salah, c'est la même génération. Et d'ailleurs, ils sont tous les trois en même temps là-bas. Et donc, du coup, moi, au début, j'avais plutôt un œil, parce qu'il combattait un droitier, du coup, Tom. Et donc, j'ai plutôt suggéré au début Selim. Après, et comme il reste décisionnaire, il a quand même préféré, du coup, avoir un mec comme Saladin. À partir de ce moment-là, du coup, Saladin est venu, enfin, après aussi ma validation, parce qu'il insistait. Après, du coup, Saladin, du coup, est venu faire le camp avec nous. Et qu'est-ce que tu as pensé de Saladin à ce moment-là? Qu'est-ce que tu pensais de lui, globalement? Moi, j'étais pas surpris parce que Saladin, je le connaissais déjà en fait en amont. Ouais. Donc, en fait, ce que je voyais en fait en camp ne m'étonnait pas, quand tu vois. Juste, par contre, ce que j'essayais de faire comprendre plutôt à Tom à l'époque, c'est que tu vois, aujourd'hui, tu as la chance de jouir d'une image qui t'a mis dans un stade élevé parce que tu combats à l'UFC, mais c'est pas parce que tu combats aussi à l'UFC qu'il n'y a pas des gens qui potentiellement ne peuvent pas créer du coup un danger. Est-ce que Saladin avait créé ce danger-là chez Tom? Il y avait du répondant. Ouais. On parle jamais de sparring, mais il y avait du répondant. C'était des beaux sparring. C'était des beaux sparring. Ouais, c'était des beaux sparring. Il y a également un autre homme avec lequel a tourné Tom durant sa carrière, c'est Taylor Lapillus, qui performe aujourd'hui. Comment tu comparerais leur niveau à l'époque? Alors, à l'époque, je pense que Tom, le fait d'avoir un mec comme moi, on va dire forcément en coaching privé, perso, ça donne clairement de l'avance. Je pense qu'effectivement, à l'époque, en tout cas, où Taylor et son partenaire venaient pour faire du sparring avec nous, d'ailleurs, il n'y avait pas que eux, il y avait aussi Mansour Barnaoui, et encore d'autres gens, tu vois. Mais en tout cas, quand Taylor, à l'époque, venait, oui, clairement, Tom avait plus d'avance, beaucoup plus d'avance. En tout cas, sur le côté technico-tactique. Il y a un autre homme dont on n'a pas encore parlé, dont on a seulement évoqué le nom, c'est M. Francis Ngannou. Tu as parlé du Caijing. J'imagine que tu as fait sa connaissance du coup là-bas. Exactement ça. En fait, quand j'ai connu en fait Francis, il n'avait que pour ambition et comme rêve de devenir du coup un grand boxeur. À l'époque où on l'a connu, il n'avait même jamais entendu parler du MMA. Il ne savait même pas ce que c'était. Sauf que je me rappelle, à l'époque, dans la salle, donc là où je s'entraînait en boxe anglaise, il y avait quelqu'un qui faisait que de lui dire « Écoute, la boxe anglaise, c'est très dur. Il suffit des fois d'un combat pour ruiner ta carrière, enfin, en tout cas, d'une défaite pour ruiner ta carrière. Je pense qu'il serait bon pour toi, selon ton âge et tes ambitions, de faire un sport comme le MMA. » Sauf qu'encore une fois, Francis, quand tu lui parles de MMA, pour lui, c'est chinois. Il dit « De quoi tu me parles ?» Il arrive du Cameroun. Ouais, il ne comprend pas, lui, quand tu vois. Il dit « C'est quoi ce sport-là, quand tu vois ?» Du coup, après insistance de son partenaire d'entraînement, parce qu'en fait,
à l'heure où s'entraînait Francis en anglaise, nous, au même moment, on s'entraînait du coup en MMA, juste au-dessus. Un jour, il décide de pas du coup s'entraîner en anglaise parce que du coup, on l'a poussé un peu, enfin son gars l'a poussé un peu à faire MMA, il décide de venir. Il vient 3-4 fois. Il fait avec nous, mais il avait un truc dont il avait horreur, c'était le contact physique. Alors imagine un mec, on dit entre mettre des points et mettre KO, et se retrouver des fois en nord-sud face à un mec ou en side dans le dos. En fait, il avait une espèce de pudeur avec le contact du corps qui fait qu'au début, il n'aimait pas ce point-là, tu vois. Il venait, mais après il plus. Il n'aimait pas se coller Il détestait ça. à d'autres hommes, on va dire. Il détestait ça. Il voulait pas se coller aux gens, lui c'était juste, il voulait frapper et tout, quoi, tu vois. Bah, quand tu viens d'un sport de percussion, c'est vrai que c'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel. Ensuite, du coup, circonstance, le Kajin décide du coup de se mettre en travaux. Donc du coup, il est plus ouvert. Et lui, il avait pour but d'avoir un trajet qui l'emmenait du coup pas loin du coup à l'époque du CrossFight, qui est en fait maintenant le Factory. Et la circonstance fait que comme le Kajin Club était du coup fermé et qu'il prenait plus du coup du cours avec moi ou autre, il tombe du coup un jour sur Lopez, qui en plus par nécessité du coup a créé un feeling naturel et qui a su trouver les mots pour le convaincre qu'effectivement qu'il serait peut-être mieux pour lui de pouvoir du coup performer dans un sport qui pourra facilement, en tout cas s'il performe, l'amener à des hautes sphères, qu'elles soient au niveau de la carrière et financière. À ce moment-là, est-ce que tu sais que tu viens d'abandonner, on va dire, l'un des plus gros prospects de l'histoire de la catégorie poids lourd de l'UFC? Pas du tout. Ah, je suis franc, pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais vraiment. Tu voyais pas le potentiel en lui? Pas. Ah non, Tu voyais du potentiel, mais pas au point d'aller à l'UFC. Exactement ça. Je voyais parce qu'il avait, qu'on le veuille ou non, athlétiquement parlant. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Mais c'est un mur. C'est un mur. Tu vois, à l'époque où nous, on est jeunes, on mange nos Mars, nos Kellogg's, lui, il prend sa pelle, il creuse. Ça n'a rien à voir, tu vois. C'est un mur, le mec, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il avait des prédispositions phénoménales. C'est-à-dire, même si tu te dopes, tu ne seras pas comme lui. Tu pourras prendre tous les produits. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui prennent des produits qui n'ont pas. C'est une façon de parler. C'est ça. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Génétiquement, c'était quelque chose. C'était quelque chose de mec. Un vrai truc. Mais dans tous les cas, même si tu veux devenir bodybuilder ou atteindre des sommets dans ces sports-là, comme le strongman, etc., il faut avoir une génétique incroyable. Ça. Et la sienne était vraiment, à l'époque, exceptionnelle. Donc quand il part, pas du tout, même pour preuve, un truc qui était marrant, je me rappelle qu'à un moment, il avait commencé à faire ses combats, je crois, au 100% Fight. Et moi, comme je te dis, j'entraînais du coup à l'Académie. Un jour, je le croise à Aubervilliers. Il me dit, coach, ça va? Il me dit, ouais. Il me dit, ah, maintenant, comme le Kajin s'est fermé, maintenant, t'es parti à la hatch et tout. Je dis, ouais. Et il me dit, c'était drôle. Et il me dit, hey, comme je sais que tu vas à la hatch et que j'ai perdu contre ce moment-là, il disait, écoute, hey, dis-lui que je suis prêt pour lui, quoi, tu vois. Mais moi, je vois Francis, je dis, mais Francis, c'est fini, ça maintenant. Laisse tomber. Il a sa carrière et la tienne. De qui tu parles? Zoumana Cissé. Ah, Zoumana Cissé. Oui, Zoumana. Je vois très bien. Oui, parce qu'il avait gagné face à... Voilà, exactement ça. Je dis, mais c'est fini, ça, c'est... Vois ton chemin. Il voulait absolument prendre sa revanche face à Zoumana. Bah, je pense qu'il a cet ego de fighter, quand tu vois. Ouais. Et je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir, en tout cas pour lui, prétendre de pouvoir le battre, bah, c'était un truc dans lequel il voulait absolument, tu vois, du coup... Je pense que son ego avait besoin du coup de réconcilier cette défaite-là, quand tu vois. Bah, c'est l'un des deux seuls combattants avec Derrick Lewis qui n'a pas battu. Exactement ça. C'est pour dire. Ouais, c'est fort. Bon, aujourd'hui, Zoumana, malheureusement, a arrêté sa carrière. Mais ouais, c'est dire le niveau qu'il avait à ce moment-là. Exactement ça. Exactement ça. J'aimerais maintenant qu'on parle de tes connexions que tu as pu avoir aux États-Unis. On s'est parlé en off. Tu m'as montré des photos avec Demetrius Johnson, même des vidéos. Lui qui était sur le plateau d'ESPN qui parle de toi. Le fait que aussi tu aies pu coacher pendant une certaine période Johnny Frachet, qui aujourd'hui qui était coach de l'US Metro. Je ne l'ai pas coaché. Je lui ai fait en fait un game plan. D'accord. Enfin, en tout cas, il avait échangé l'idée que du coup que si je pouvais du coup le coacher en tant qu'head coach, à l'époque il combattait encore. Du coup, on s'est eu au téléphone. Alors j'avais donné que quelques directives. Du coup, j'avais pas vraiment, on va dire, l'idée pour l'amener. Mais en tout cas, l'idée que je le coach, lui du coup le séduisait.
Qu'est-ce qui fait ton plus en termes de coaching comparé aux autres coachs? Le côté perfectionniste. Je suis un geek de la technique et de la tactique. Mais quand je dis un geek, je suis un vrai geek. C'est-à-dire que tu as passé le plus clair de ton temps à analyser, à lire et à voir des vidéos. Je suis un geek de ça, tu vois. Un geek. Et je pense que ça se ressent du coup au travers émotionnellement et à travers aussi les résultats de mes fighters, en tout cas d'époque. Magnifique. Quel souvenir tu gardes de ces moments, on va dire, passés avec les plus grandes stars du MMA, que ce soit Donald Cerrone, comme j'ai dit, Demetrius Johnson? Qu'est-ce que tu gardes globalement de ces souvenirs-là? Un peu comme, on va dire, le quotidien, tu peux des fois avoir l'impression que des fois, il y a des gens, parce qu'ils ont un statut de champion, peuvent être très snobs, mais en fait, non, il y en a qui m'ont surpris. Autant il y en a qui n'étaient pas champions, qui ont été très snobs, et autant il y en a qui ont été champions, qui ont été du coup, mais vraiment d'un naturel exemplaire. Exemple, Demetrius Johnson. Exemplaire. Ce mec-là, je l'ai connu à la base un jour à une Fight Week. Il était assis, c'était en presse conférence, et il regardait un truc, je sais pas s'il avait un iPad, un truc comme ça, bref, il regardait un manga. C'était Dragon Ball Z. Et moi, naturellement, du coup, je me rappelle que j'étais pas loin de lui, quoi, tu vois, et en tournant, je vois qu'il y a un truc, et à un moment, je reconnais du coup Dragon Ball Z. Alors moi, qui suis pas du tout fan des hommes, mais je veux dire, je suis pas un BDH, j'en ai rien à foutre que je suis champion du monde, pas, je m'en fous complètement, quoi, tu vois. Par contre, j'ai un feeling naturel. Je m'assois à côté de lui, et je lui parle, et je dis « Ah, tu regardes Dragon Ball Z ?» Bon, il me connaît pas, tu vois, au début. Il me regarde, ouais, et il continue. J'ai rien à tu vois. Parce que lui aussi, c'est un geek, tu vois. Ouais, je sais. Du coup, je lui dis, tu sais, cet épisode-là, j'ai regardé quand j'étais tout petit. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et il me dit, c'est sorti il y a 20 ans. Je fais, non, parce que vous avez un décalage entre la France et les États-Unis sur le Dragon Ball. Parce que je dis, moi, Dragon Ball, je le connais depuis que j'ai 8-9 ans. Il me dit, t'as quel âge? Alors, je donne mon âge, il dit, ah ouais, t'es plus vieux que moi. Je fais, oui, je suis plus vieux que toi, tu vois. Et je le connais ça quand j'étais tout petit. Il comprend pas, il dit, mais c'est pas possible, nous, aux États-Unis, ça. Je fais, écoute, je t'invite à aller regarder Wikipédia, tu regardes l'année de l'apparition de Dragon Ball en animé, et tu vois que Dragon Ball, ça existe depuis les années 85. Et après, 90, les Dragon Ball Z. J'étais au collège quand j'ai connu Dragon Ball Z. Le mec, c'est un truc de ouf. En plus, avec un peu le sommet américain, t'as un Frenchie qui en prend ça, quoi, tu vois. Le lendemain, on arrive, pareil, encore autre chose, on se voit encore pareil, quoi, tu vois. Là, il vient, c'est lui qui vient à côté de moi. Il me dit, mais c'est vrai, t'as raison. En fait, ça là. Et je dis, bah oui, t'en doutais et tout. Et il me dit, ouais. Et j'ai dit, écoute, comme je vois que tu t'intéresses beaucoup au manga, je t'en conseille un que peut-être que tu connais pas, que je regardais quand j'étais petit, ça s'appelait Ken le Survivant, qui est en anglais Fist of the North Star. Okay. Ouais, Fist of the North Star, c'est ça, ouais. Donc il me dit, ouais, ok. Et pareil, lorsqu'on a un truc, il me dit, mais j'ai vu ton truc, oh laisse tomber, les têtes, t'as fait bam et tout, tu vois. Et je dis, ouais, bah, je dis, bah nous, on était éduqués avec ça. Et je pense qu'il a tellement accroché avec ce feeling naturel que pendant la Fight Week, à chaque fois qu'on se croisait, sur ah ça va coach, c'est quoi ton nom? Ah c'est Man of Shadow, parce que de dire. Tu dis pas Bourama. Ouais, voilà, tu vois, déjà. Surtout en anglais. Surtout en anglais, quand tu vois. Bourama, il a retenu, quand tu vois. Donc je dis Man of Shadow, et un jour, je crois que c'était la deuxième fois on se voit, c'était le jour où il fait cette fameuse clé à Reborg. Ouais. Donc, la souplesse en barre, là. Oh là là. Tout est dingue, quoi, tu vois. Ouais. Sachant que Reborg, pendant à H-2 du combat, Brandon Clifford était en retard, donc c'est moi qui le prends en leçon, enfin en boxe, pour faire tout, quoi, tu vois, malgré le fait qu'ils font du coup ça clé magique par Demetrius Johnson. Il vient, alors attends. Plus jamais revu après, hein. Même avant. Non, plus jamais revu. Que des échanges vite fait, mais plus jamais revu. On s'est vu que 2 fois, lui et moi. Ouais. Mais non, mais je te parle de la souplesse et en barre. C'est un mouvement qu'on a. Ouais, c'est unique. Une fois et dernière fois, tu vois. D'ailleurs, il tourne encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Exactement ça. Exactement ça. Je me rappelle que la deuxième fois, du coup, on se voit, toujours pareil à la Fight Week. Il me dit, ah, ça va, coach, t'es venu avec qui? Ah, ton petit gars, parce que lui, il parle comme ça, quand tu vois. Ah, ton petit gars, ouais, ah, bien. Et il y a un moment, il y a, c'est pas comment, une brune qui est connue, qui est mariée à un ex-combattant du UFC. Ah, je m'en souviens plus de son nom. Une brune avec un ex-combattant du UFC? Ouais, qui était dans la team Alpha Male. Cheveux courts? Ouais, cheveux courts. Une brune qui a cheveux courts. Il a un nom à consonance hispanique, son mari. Ok. Benavides, voilà. Ah, Benavides. Voilà, il a sa femme qui. C'est qui sa femme? Une brune, je me souviens plus de son nom. Elle est combattante? Ah non, du tout, non, c'est okay, juste une speakeuse, quoi, tu vois. Et là, du coup, elle était en train d'arriver pour ESPN.
Et là, Ok, je vois. Oui. je crois que c'est Olivia, comme ça. Oui, ouais. oui, je vois très bien c'est qui. Ouais. Tu vois c'est qui, quoi, Ouais, tu vois. cheveux Ouais, cheveux carrés, un peu carrés, ouais, ouais, exactement ça. Oh, Et à un moment- Megan Voilà, Lily. Megan, voilà, exactement Lily, ça. À un moment, tu vois, elle fait du coup son interview. Je savais pas qu'ils étaient ensemble, carrément, tu m'apprends un truc. Ah Là. si, ils sont mariés, Ok, ils sont ok. mariés. Enfin, maintenant, je sais pas, mais en tout cas, ils étaient Ouais. mariés. Et donc, la maman, elle lui pose une question du genre, mais un truc vraiment, mais hors contexte. Hein. À qui, à Reborg ou à Non, Benavides? La femme Megan pose une Olivier. question à Dimitri Johnson. D'accord, ok, ouais. Et à un moment, elle lui sort une question, mais hors contexte. Genre, ouais, quelles sont maintenant tes aspirations actuelles? Enfin, je fais un truc comme ça, tu vois. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit? Eh, mais attends, on est à ESPN, hein. L'une des plus grosses chaînes américaines, tu vois, où l'audience, elle est au max, quoi, tu vois. Moi, j'étais derrière, je me rappelle, quoi, tu vois. J'étais genre peut-être à 4 mètres, quoi, tu vois. Il me regarde, c'est-à-dire que, tu vois, elle lui pose une question. Eye contact, ouais. Lui, il me regarde. Demetrius Johnson. Ouais, Ouais. Et il me dit, ah, il y a un mec qui l'aspire. C'est ce mec là-bas, quoi, tu vois. Man of Shadow, quoi, tu vois. Mais Incroyable. même elle, elle me dit, mais c'est qui celui-là, quoi, tu vois. Mais c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Et là, après, il vient. Le mec qui sort du 18e, Exactement ça, quoi, tu vois. il passe sur Incroyable. ouais. Incroyable. L'un des plus grands de tous les temps lui dit Incroyable. que c'est une J'ai eu inspiration. la chance de connaître les deux meilleurs. Jones et Demetrius Johnson. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Bah écoute, Bourama, merci beaucoup pour cette interview. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter de ton côté, des choses que tu aimerais exprimer, tes parcours de vie dont tu aimerais parler. Alors, premièrement, je dirais une chose, arrêtez de croire qu'il faut aller là où ça brille. Je sais que vous êtes d'une génération, quand je dis d'une génération, je globalise, hein, bien sûr, hein, où vous pensez que parce que certains coachs font parler d'eux parce qu'ils ont eu la chance de récupérer des athlètes, que forcément c'est meilleur. Tu peux t'adresser à la caméra hein, si tu veux. Ouais, en tout cas, n'ayez pas l'erreur de croire que parce que des coachs actuels ont la chance de pouvoir s'entourer de fighters qui n'ont en plus pas forcément formés, que forcément ce sont les seuls à pouvoir vous amener au plus haut niveau. Je vous invite à interroger ces mêmes coachs en leur parlant de qui je suis, et même eux vous diront qu'effectivement, auprès de moi, il y a un écart. Mais au lieu même d'en parler de façon un peu, on va dire, très futile, je vous invite plutôt à aller sur mon lien Instagram, sur la détection, pour pouvoir peut-être avoir cette chance de faire partie de mon équipe. Lien qu'on mettra en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Il y a une question qui me vient à l'esprit, vu que tu parles de ça. Qu'est-ce que tu penses du MMA français aujourd'hui? Alors, il y a une chose que je peux reconnaître et qui a été très bon, pour en tout cas la France, c'est le fait de pouvoir forcément légaliser du coup le MMA en France. Ça évite à ce que nos combattants puissent combattre à l'étranger. Deuxièmement, qu'ils soient du coup structurés par une fédération. Ça aussi, c'est une pseudo-fédération en tout cas, tu vois. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Par contre, ce que je déplore totalement, c'est que les médias, et tu n'en fais pas partie, J'en suis. ont eu cette erreur de vouloir trop mettre en avant les amateurs au détriment de ceux qui font déjà des choses en pro. Après, on a mis en avant certains amateurs. On a filmé des événements à l'AEF, mais aujourd'hui, ces amateurs ont prouvé, parce qu'il y avait notamment Amaury Wako, qui est au KSW, Patrick Abirora, qui a fait ses preuves aussi au PFL, même dans d'autres organisations comme l'ARES, etc. Donc voilà. Alors, peut-être que je n'ai mal précisé, le reproche n'est pas de mettre du coup de la lumière à certains amateurs. D'accord. Le problème est que certains médias ont trop surenchéri du coup des amateurs alors qu'ils n'ont rien fait en pro. Je comprends. Ouais. C'est dans ce sens-là que je dis ça vraiment. Ouais, évidemment. Et ce que je déplore, malheureusement, et on le voit bien, par le biais du sport, il y a beaucoup de gens qui, et je vais le citer parce que, enfin, on ne se connaît pas, hein, qui se servent du biais sportif pour pouvoir y glisser des idées, enfin une certaine idéologie politique. Je pense par exemple à un personnage comme un mec qui s'appelle comme Hugo Nemesis, qui fait parler, je pense, beaucoup de lui. Encore une fois, il est libre de penser ce qu'il veut, mais tant que ça reste dans la sphère privée. Mais je pense que lui, effectivement, peut-être aussi avec un élan
plus ou moins prononcé et moins dit qu'un BSD, a la franchise plutôt d'affirmer certaines choses sur des types de gens peut-être comme toi ou comme moi. Le sport, c'est fédérateur, jusqu'à preuve du contraire. Je me verrais mal, moi, dire, par exemple, aux Français, que la façon de pouvoir s'épanouir au sport, c'est de pouvoir le faire qu'avec des gens qui nous ressemblent. La seule façon de pouvoir revendiquer notre pays, c'est de le faire avec des gens seulement qui me ressemblent ou nous ressemblent. Physiquement, tu parles. Bien sûr, physiquement. Et je pense qu'effectivement, que les réseaux sociaux et les médias devraient faire attention à ce genre de relais. Je pense que c'est très dangereux parce que, qu'ils le veuillent ou non, je suis convaincu qu'un mec comme Hugo ou comme un BSD caché, parce que je pense que aussi que par son corps de métier, il a fait des choses que moi je sais, parce que je suis, comme je dis, des origines maliennes, je sais ce qu'il a fait au Mali. Bon bref, j'espère que, comme il le dit, en tout cas BSD, que dans sa repentance, il est sincère. Il a l'air de vouloir suivre une voie spirituelle, et j'espère que par cette voie-là, il regrette ce qu'il a pu faire, ou ce qu'il a pu penser. Je ne le connais pas. J'espère en tout cas que c'est la voie dans laquelle il va. Et pour finir avec les gens avec la même pensée que Hugo Némésis, parce que c'est pas le seul en vérité, eh ben, dites-vous que si on partait du principe que pour pouvoir faire quelque chose, il fallait que le faire avec des gens qui nous ressemblent, eh ben, j'ai envie de te dire, pourquoi tu ferais de la boxe taille? Parce que la boxe taille, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas français, c'est thaïlandais. Pourquoi tu vas faire du jiu-jitsu brésilien? Parce que le jiu-jitsu brésilien, surtout que ça a été popularisé en banlieue. Exactement ça. Et en banlieue, la plupart des gens qui y habitent, c'est des fils ou des fils immigrés. Ouais. Exactement ça. Donc je trouve que c'est un. Parce que il faut savoir que dans les gens qui combattent, il y en a qui sont aussi subventionnés par des groupuscules. Je ne sais pas si lui, il l'est. D'accord. En tout cas, je sais qu'il est parti en Pologne pour ses convictions. Je dirais, ne rentrez pas du coup dans ce jeu-là, parce que c'est en incitant ce genre de propos que forcément on va se diviser. Le sport, ça reste fédérateur. Juste finir encore sur un truc important. Je ne sais pas si tu connais le KOTS. Évidemment, je connais. Il n'y a pas longtemps, il y a deux Français qui ont fait parler d'eux. Nimo et Marvin. Exactement ça. Ouais, Capéran. Et dans l'un des derniers Big up KOTS, à eux d'ailleurs. exactement ça. Très gentil. Hein. Dans l'un des derniers KOTS, il y en a un qui affronte un pseudo-fighter avec des idées très prononcées, on va dire. Je vois très bien c'est qui. Hein. Et ce que j'ai aimé, c'est que le partenaire du coup de Marvin. Ouais, de Marvin, il dit, sachant que lui qui est blanc, il dit, dis-lui que notre France, c'est celle-ci. Je valide. Par contre, les Hugo Némésis et autres, j'ai du mal. Ça sera un bon dernier mot. Bah écoute, merci beaucoup Bourama d'avoir accepté cette interview et d'avoir raconté toutes ces anecdotes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, également vous abonner et suivre aussi Bourama sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, si ça vous intéresse, participer aux détections qu'il a mis en place. Écoute, merci encore à toi Bourama. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je dirais à cette génération, arrêtez de vous prendre pour Icare. À force de trop aller vouloir voler près du soleil, vous allez avoir les ailes qui brûlent et vous allez chuter. Mais il faut quand même rêver. Il faut rêver, mais pas fantasmer. Le rêve, en tout cas dans l'idéal, peut être réalisable. Le fantasme, non. Ne pensez pas et ne croyez pas que parce qu'un endroit brille ou parce qu'un nom est mis plus en avant que d'autres, que forcément, c'est peut-être là où vous allez mieux évoluer. Moi, j'essaye, par ma personnalité et par l'image que je donne, d'être assez modeste pour vous dire que dans la vie, des gens comme moi, parce que je ne suis pas le seul, on fait beaucoup de choses au plus haut niveau du sport qui est le MMA, et je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour pouvoir faire parler de moi et dire venez tous chez moi. Par contre, aujourd'hui, comme je vois qu'il y a un engouement très prononcé pour le MMA, je vous invite, via mon lien que tu laisseras, qui est Man of Shadow, à vouloir vous inscrire pour les détections que je crée pour pouvoir créer aussi de nouveaux fighters et qui puissent arriver au plus haut sommet de ce sport-là. Écoute, je te remercie encore à toi, Bourama, je te serre la main.
Et on se dit à la prochaine Avec grand plaisir, pour de Elias. nouvelles vidéos. Grand plaisir.